Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Je suis Florent Guerville, secrétaire de l'association des jeunes gériatres et j'ai le plaisir, de modérer et de participer à ce webinaire sur la diversité des exercices, en gériatrie. Je vais vous annoncer, le plan, des événements après avoir, rappelé que c'est maintenant, la troisième année 2023, d'activité de webinaire, de l'association des jeunes gériatres. On aura dans l'année, au moins 2 autres webinaires, dont l'un en partenariat avec nos homologues, infectiologues, le réseau, des jeunes, infectiologues de France, un peu avant l'été, et puis à l'automne, un webinaire en préparation sur, la sexualité des personnes âgées. Et donc le programme, du webinaire de ce soir va être, divisé en 2 grandes parties. Une première avec la présentation, des 6 médecins, qui, nous font le plaisir, d'être là et de parler de leur parcours, de leur activité et de leurs projets pour, représenter, autant que possible la diversité, des exercices de la gériatrie d'aujourd'hui. Et puis on aura ensuite, à l'issue de ces quelques minutes de présentation de chacun, une table ronde, qui pourra être alimentée par les questions de tous. Donc là, je m'adresse, à mon cher public, pour qu'il utilise l'outil, questions et réponses, le Q&R qui s'affiche en bas de son écran, et donc on pourra alimenter, la table ronde de leurs questions, bien sûr. Et donc je vais commencer, avant qu'on prenne, la parole pour s'auto-présenter à tour de rôle, par remercier et donner la parole à notre partenaire pour le webinaire de ce soir avec, madame Radulescu du groupe Elsan. Merci, je vous Oui, laisse la parole et le partage d'écran. merci, Florent. Bonsoir à tous. Je suis responsable du recrutement médical du groupe Elsan. Je remercie effectivement le bureau de l'association de jeunes gériatres pour le webinaire qui est organisé ce soir et remerciements aussi à nos praticiens, le docteur Beaudenon, qui est un poste au pôle santé République à Clermont-Ferrand, et docteur Arcez de la polyclinique du Sidobre à Castres pour leur disponibilité et leur intérêt d'être parmi nous ce soir pour apporter leur témoignage. Donc, en effet, en quelques mots, pour ceux qui connaissent pas le groupe Elsan, je sais pas si vous voyez bien mon écran, je pense que oui, ça arrive. Je vais essayer de mettre un diapo, comme ça vous avez les slides. Qui nous sommes? Le groupe Elsan est un groupe assez récent qui a été créé en 2017 suite à la fusion de trois entités, Medipol Partenaire, Vedici et Vitalia. Plus récemment, donc, il y a 2 ans environ, il y a le groupe C2S qui était bien implanté sur la Bourgogne-Franche-Comté et la région Rhône-Alpes qui nous a rejoints. Ce qui fait qu'on a à ce jour 137 établissements, 137 cliniques présentes sur tout le territoire et au Maroc. Rapidement, en quelques chiffres, notre activité, ce qui peut concerner surtout la partie gériatrique, donc on a 43 SSR, 14 HAD et plus de 13 000 lits et places au sein de nos structures, avec 7 700 collaborateurs et 260 médecins salariés. Parce que oui, même si on est un groupe privé, le salariat existe chez nous, et notamment sur la partie gériatrie. Ça touche tout type d'activité, les services nécessaires, les services de court séjour gériatrique, euh, la médecine polyvalente. En effet, il y a une diversité de l'offre de soins pour cette spécialité au niveau du groupe. Donc voilà en quelques mots qui nous sommes. Et puis, comme Dr Guerville l'a dit, j'espère qu'on aura beaucoup de questions dans le chat pour qu'on puisse animer le débat. Je remercie et je laisse, je laisse la parole à la personne qui suit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais pouvoir moi-même
partager l'écran en mode plein écran. Et puis, arbitrairement, les présentations sont classées par ordre alphabétique. Donc, je donne la parole au docteur Arcez et je le remercie, ainsi que tous, de sa présence. Bonsoir à tous, merci pour l'organisation de cette soirée. Je vais commencer avec un petit aparté pour saluer l'article qui a été fait par la présidente de l'association des jeunes gériatres là, et qui a été publié ce mois-ci dans la revue de neurologie, psychiatrie et gériatrie, qui a très bien décrit les forces et les difficultés de la gériatrie aujourd'hui. Je voulais saluer l'article qu'elle a fait qui est extrêmement pertinent. Alors, je suis donc le docteur Guillaume Arcez, je suis médecin gériatre à la polyclinique du Cidobre à Castres, c'est donc dans le Tarn en Occitanie, près de Toulouse. J'ai fait mes études de médecine, moi, donc à Saint-Étienne. Et puis après, je me suis rapproché, on va dire, pour un projet familial dans le sud de la France. La gériatrie, elle a commencé très tôt dans ma carrière, on va dire, dans ma jeune carrière d'externe, parce que la gériatrie, je l'ai découvert en 3e année de médecine sur un stage de D1. Et j'ai rapidement su que ce serait ce vers quoi j'allais m'orienter, parce qu'effectivement, il y avait une diversité d'exercices, une diversité de pathologies. Et quand on choisissait la gériatrie, je m'étais dit que c'était la certitude de ne pas s'ennuyer et d'aller à la retraite jusqu'à plus de 64 ans sans aucun souci, et avec toujours l'envie d'aller bosser et d'être surpris, d'avoir des pathologies qu'on ne connaît pas ou sur lesquelles on se questionne. Et c'est aussi ça, je pense, le plaisir d'aller travailler, c'est d'avoir une appétence continue. Et la gériatrie, c'est l'assurance, je pense, j'en suis même convaincu, de ne pas s'ennuyer tous les jours. Je fais partie d'une génération où il n'y avait pas encore de desk, donc je suis passé par la capacité nationale de gérontologie que j'ai fait à Saint-Étienne avec le professeur Régis Gontier. Et puis après, j'ai décidé de m'orienter plutôt vers les pathologies neurodégénératives, neurocognitives, et j'ai fait 2 DIU, un DIU de neurogériatrie à Lyon, et un DIU, le DIU de référence de maladie d'Alzheimer, une maladie apparentée à Lille. Et puis après, je me suis intéressé à tout ce qui était vulnérabilité, fragilité. Et donc là, j'ai fait 2 DU, justement, ce qui concerne les mesures de protection juridique. On a beaucoup de patients que ça concerne. C'est les mesures de tutelle, de curatelle, d'habilitation familiale. Et donc, j'ai fait 2 DU pour pouvoir justement faire les expertises de ces personnes-là. Voilà, je ne sais pas si ça suffit pour la présentation. Après, il y avait une autre slide sur l'activité médicale. Alors, l'activité médicale au sein de la polyclinique du CIDOB, c'est une activité qu'on a créée, que j'ai lancée en 2020. Alors, j'ai comme tous commencé par l'hôpital public pendant 4-5 ans. On pourra en discuter avec ses forces et ses faiblesses. Et à un moment donné, il y a eu une bascule qui s'est faite, une opportunité qui s'est faite pour rejoindre la clinique du CIDOB à Castres. C'est un service qui n'existait pas. Une demande de plus en plus pressante, parce que la population âgée, il n'y a pas un seul service dans un établissement de santé en dehors de la pédiatrie qui n'a pas des patients âgés. Donc la gériatrie, c'est un petit peu tout aujourd'hui maintenant dans les hôpitaux. Et sur la clinique du CIDOB à Castres, il n'y avait pas de service de médecine polyvalente, une médecine gériatrique. Alors je suis parti à l'aventure peut-être un peu inconsciemment, je ne sais pas. En tout cas, le pari est réussi. On a ouvert ce service initialement avec 10 lits. J'étais tout seul, donc à assurer les astreintes 7 jours sur 7 et tout le temps, parce qu'il n'y avait pas de relais. Donc pendant 2 ans, ça a été une période un petit peu difficile parce que j'ai assuré la continuité des soins. Puis j'ai eu la chance, il y a quelques mois maintenant, d'être rejoint par un second médecin. Donc on est 2. On a pu étoffer notre activité avec entre 20 et 25 lits d'hospitalisation. Donc nous, on fait du court séjour gériatrique. Les patients nous sont adressés soit par les médecins traitants en très, très grande majorité. On essaie à tout prix de limiter les passages aux urgences, mais aussi par nos collègues urgentistes. On a pu aussi développer là depuis quelques mois, depuis le mois de mai, un hôpital de jour gériatrique, un hôpital de jour fragilité, qui a plusieurs vocations. On fait les bilans mémoire, on fait les bilans pré-op pour nos confrères chiro-ortho. Quand il y a des discussions, on essaie d'avoir des discussions pluridisciplinaires sur des vertébroplasties, des laminectomies, des prothèses de hanche. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Donc ça, on fait des hôpitaux de jour comme ça dédiés au pré-op. Et puis ça nous arrive aussi de faire des hospitalisations de jour pour la iatrogénie, la polymédicamentation. On a une consultation gériatrique que j'assure pour l'instant seule. C'est une consultation gériatrique très classique. Alors elles sont comme
très classiquement aussi très longue, hein, elle dure environ 1 heure, donc on ne peut pas en faire un nombre indéfini dans la journée, en plus de l'activité de l'hospitalisation, en plus des HDJ, et avec des thématiques hein, qu'on connaît tous, la mémoire, les chutes, la iatrogénie, voilà. Et l'autre activité qu'on a aussi au sein de la clinique, c'est bien évidemment des avis gériatriques. On est de plus en plus sollicité à juste titre par nos confrères, soit urgentistes, soit chirurgiens, pour aller régler des problématiques d'hyponatrémie, des problématiques d'insuffisance rénale aiguë ou de sepsis. Donc on est 2 à assurer voilà, cette activité-là, pour l'instant. Espérons pour l'instant qu'il y aura peut-être que ce soir, on aura la chance d'avoir une nouvelle personne qui se manifestera pour nous rejoindre à Castres. Ce sera avec plaisir. Merci. Merci à vous. Et je passe, si ça fonctionne, la parole au docteur Beaudenon. Bonsoir à tous, merci pour cette invitation et pour que je puisse partager un petit peu mon expérience. Donc, j'ai un parcours qui est parti d'un DES de médecine générale au CHU de Clermont. J'ai enchaîné dans le même temps le DESC hein, et effectivement, moi aussi, j'ai découvert la gériatrie au cours d'un stage en D1 et j'ai tout de suite compris que c'était vers cette spécialité-là que je souhaitais m'orienter. Hein. Donc, j'ai d'emblée embrayé sur des stages qui étaient en rapport avec cette spécialité et qui pourraient apporter à mon parcours. J'ai ensuite eu un parcours relativement classique de CHU. J'ai été assistant spécialiste de gériatrie pendant 2 ans au sein d'un court séjour gériatrique avec une activité de consultation et d'unité mobile. Et j'ai même un petit peu poursuivi puisque j'ai été praticien hospitalier contractuel, responsable d'unité de court séjour, un court séjour et d'une unité de consultation mémoire du CM2R, l'antenne gériatrique du CHU de Clermont. J'ai effectivement, pour des raisons après dont on pourra discuter, effectivement décidé de quitter le service public hein, pour des raisons locales. Après, chacun a ses motivations. En tout cas, je trouvais que la pertinence des soins et de ce que je pouvais faire au sein de mon établissement devenait de plus en plus difficile à appliquer, avec une certaine déconsidération pour la gériatrie, en tout cas au sein de mon CHU. Donc, j'ai intégré et on a créé en partant de zéro avec un collègue, puisqu'on a eu la chance quand même de démarrer à 2, un court séjour gériatrique, hein, vraiment dans le pur strict sens de ce qu'est un court séjour gériatrique, au sein d'un établissement privé. Et chose importante pour moi, et je pense qui est importante pour la pratique moderne de la gériatrie, un établissement qui disposait d'un plateau technique très conséquent. Alors, je vais passer la slide suivante. Voilà. Donc, mon activité actuelle, donc c'est ça, effectivement, sur un service de court séjour gériatrique. Alors, on a ouvert d'abord à 20 lits à 2, puis des mi-temps nous ont rejoints et on est actuellement 3,3 équivalents temps plein de médecins pour 25 lits de court séjour gériatrique, avec une activité assez intense puisqu'on a un service d'urgence sur l'établissement. On dispose, ce que je vous disais importante, hein, d'un plateau technique très conséquent puisqu'on a beaucoup de spécialités sur l'établissement qui fait quand même 270 lits, avec une unité de soins continus, avec bien sûr toutes les spécialités chirurgicales, ortho, DIGE, neurochir, mais également une grosse activité de médecine et d'oncologie hein, qui m'intéressait moi particulièrement, avec un gros centre d'oncologie au sein de l'établissement et un partenariat avec nous, bien sûr, pour tout ce qui est oncogériatrie. On a développé aussi une consultation mémoire, avec effectivement les contraintes de volume de consultation qui sont forcément un petit peu réduites de par le temps de consultation. Mais on consulte à 2 médecins actuellement et on arrive quand même à avoir pas mal de patients et à avoir un suivi de qualité. Et enfin, on a développé aussi sur l'établissement parce qu'il y avait une vraie demande de nos confrères libéraux qui étaient vraiment en difficulté avec leurs patients âgés, ne sachant pas exactement comment gérer les situations qui pouvaient se complexifier en post-opératoire ou en préopératoire sur des patients fragiles. Et donc, on a développé dans ce contexte-là une unité mobile de gériatrie dans l'établissement pour laquelle on est sollicité pratiquement tous les jours parce qu'il y a vraiment des besoins avec la possibilité d'hospitalisation en repli sur notre unité dans un second temps. Alors, mon activité actuelle, donc, c'est un service de court séjour gériatrique. On a vraiment une vocation à prendre principalement les patients du domicile. Hein. Je pense que c'est un peu la finalité de tout gériatre, d'éviter les passages par les urgences qui peuvent être extrêmement difficiles pour nos patients âgés. Donc, on a 65% de nos patients qui viennent d'un service, du domicile, pardon, et on travaille quand même en partenariat avec les urgences du CHU et les urgences de notre établissement. Alors, on a un peu plus des urgences de notre établissement, mais le CHU est aussi très demandeur de solutions de prise en charge de patients âgés.
Donc, notre durée moyenne de séjour, elle est de 10 jours. Alors, c'est 2 jours de moins de ce que je faisais quand nous étions au CHU, principalement pour un délai d'accès aux examens complémentaires extrêmement rapide et une fluidité aussi des activités, des avis spécialisés, hein, puisqu'on arrive à avoir des choses très rapidement avec nos confrères libéraux, des écho-cœurs dans la journée, des scanners dans la journée, des IRM en 48 heures, enfin voilà, des choses qui me faisaient rêver quand j'étais dans le public, mais que j'avais beaucoup de mal à obtenir. Chose importante pour moi et qui était quand même un peu déterminante, parce qu'au départ, je n'avais pas forcément de velléité d'activité dans le privé. J'étais vraiment parti pour avoir une vision assez humaniste de la pratique de médecine gériatrique. Et il n'y a pas de surcoût pour les patients, parce que c'est quelque chose dont j'étais persuadé avant d'arriver dans le privé. Il n'y a pas de surcoût, sauf bien évidemment pour les chambres seules, qui correspondent forcément à un désir du patient. Pour des raisons médicales, il n'y a jamais de surcoût. Et les confrères ne font pas de dépassement d'honoraires pour les avis en interne, ce qui me semble extrêmement important. Nos projets actuels, ils sont relativement nombreux. Là, j'en ai mis les deux principaux, puisque les choses vont probablement aboutir au cours de cette année. On a le projet de créer une unité de cardio-néphrogériatrie. Les choses sont déjà bien avancées. On a un néphrogériatre, on a une équipe qui est en train de se constituer. Il y a des réelles difficultés de prise en charge de ces patients insuffisants rénaux et insuffisants cardiaques au grand âge, avec même des spécialistes qui ont du mal à gérer ces patients en raison de la polypathologie. Et il y avait une vraie demande de nos confrères cardiologues qui sont assez nombreux sur l'établissement. Et on a une unité de dialyse associative qui est aussi dans l'établissement, mais qui n'en fait pas partie. Et donc, il y avait vraiment un objectif de rendre les choses plus fluides et de créer une vraie filière pour les patients âgés. Et enfin, on développe aussi actuellement des urgences gériatriques ciblées pour les EHPAD, ce qui permet d'éviter des passages aux urgences pour les patients qui sont en EHPAD, donc encore plus fragiles et plus dépendants que nos patients âgés de ville, et éviter ainsi des situations complexes ou des aggravations de situations par les urgences. Voilà pour notre activité et nos projets. Merci beaucoup. Je passe la parole au docteur Cailleret. Oui, bonjour, je me présente. Donc, je suis le docteur Cailleret. Moi, je suis passée par la médecine générale. La gériatrie, en tant que spécialité, n'existait pas à l'époque. Donc, j'ai passé ma thèse en 2003 et effectivement, j'étais passée en tant qu'interne en gériatrie dans une USLD, dans un gros pôle de gériatrie à Strasbourg où j'ai fait mes études. Et puis ça m'est resté dans le coin de la tête. Et puis après des remplacements, je me suis finalement orientée vers la capacité de gériatrie. J'ai ensuite travaillé en exercice salarié au centre hospitalier de Mulhouse à mi-temps, et j'étais également dans des établissements publics pour un autre mi-temps en tant que médecin coordonnateur. Voilà, je suis passée par différents services. Hôpital de jour, USLD, unité cognitivo-comportementale. Et puis finalement, je suis partie sur Strasbourg dans un établissement privé à but non lucratif, la clinique de la Toussaint, où j'ai continué mon parcours avec de l'hôpital de jour, de l'unité mobile. Et puis pour des raisons, des raisons personnelles, j'ai quitté la région. Et je me suis installée en Dordogne en 2014, où j'ai continué en tant que praticien hospitalier à l'hôpital public, où j'ai été en dernier lieu responsable de l'unité de court-séjour gériatrique. Pour des raisons, finalement, j'ai eu à un moment l'impression de plus réellement avancer dans les projets, dans ce qui m'était possible de développer au sein de l'unité. Et j'ai décidé de quitter l'hôpital pour m'installer. J'ai fait le grand bond en libéral et créer quelque chose d'un petit peu nouveau, parce que je m'étais bien renseignée. Il y a moins de 100 gériatres libéraux en France. J'avais quand même une certaine reconnaissance, une certaine connaissance aussi du terrain à ce moment-là, et j'ai développé mon activité en libéral à partir de 2019. Voilà. Alors, qu'est-ce que je propose? Alors, je ne sais plus si c'est la diapo suivante, je suis un peu perdue. En fait, je fais de la consultation sur avis essentiellement, comme un spécialiste, comme les consultations que je faisais en fait hospitalières.
avec quand même une grosse dominante de consultation mémoire. C'est pour cela qu'on me sollicite. J'ai pris, voilà, c'est ça. Donc, j'ai pas de secrétariat. J'ai été d'abord dans un cabinet de groupe avec des médecins généralistes dans une maison médicale. Et puis, depuis 2022, j'ai mon propre cabinet où je suis toute seule, où je travaille sans secrétariat. Donc, je donne des avis spécialisés essentiellement de la mémoire. J'ai été médecin traitant pour des patients en EHPAD, mais à un moment, c'était un peu lourd, donc j'ai pas pris d'autres patients. J'ai un peu levé le pied là-dessus et je fais des expertises. Je suis médecin expert auprès du tribunal judiciaire. Voilà. Donc, j'ai commencé par faire un exercice mixte avec une coordination d'EHPAD et puis la consultation mémoire territoriale qui est en fait portée par un établissement privé, la clinique Francheville m'a proposé effectivement un 0,3 équivalent temps plein. Donc, maintenant, je partage mon temps entre le centre mémoire et mon activité libérale. Alors, pour les projets, ça sera la dia suivante. Alors, j'ai peut-être envie de reprendre maintenant un peu plus de patientèle pour refaire un peu de la gériatrie générale. Donc, je pense que je vais reprendre quelques suivis en EHPAD. Il y a beaucoup de demandes, en fait, voilà, parce que manque de médecins libéraux. Et puis, bah, ça me fera, je pense que voilà, ça répondra à une envie que j'ai. La question, ça serait de me labelliser comme consultation de mémoire libérale. Hein, je remplis tout à fait les critères. Je partage mon temps en plus avec la consultation de mémoire départementale. Mais en fait, je dois dire que j'ai un manque de motivation pour la paperasse. Donc, pour l'instant, voilà, j'y suis pas allée. Sachant qu'il n'y a pas de contrepartie non plus financière. Donc, voilà, on a déjà beaucoup de paperasse en libéral, donc j'en reste là. Pour l'instant, il n'y a pas de communauté professionnelle de territoire. J'en fais pas partie. Peut-être le jour où il s'en créera une. Et puis après, j'ai fait un petit peu d'enseignement, notamment auprès des assistants de soins de gérontologie, voilà, et éventuellement, voilà, développer cet aspect-là, ça serait le projet des prochaines années. Voilà. Merci beaucoup. Et là, je vais m'auto-passer la parole, puisque je suis aussi un des 6 intervenants. Bonsoir à nouveau à tous. Mon parcours s'affiche. Alors, il y a deux choses qui ne sont pas écrites là, mais qui sont importantes pour comprendre la suite. C'est que quand j'étais petit, je voulais être chercheur. Donc, je suis tombé en médecine un peu par hasard sur des conseils de connaissances, puisque je n'avais pas tellement de contacts dans aucun de ces deux milieux. Et puis, que j'ai eu le déclic de la gériatrie pendant la 6e année. Donc, en fin d'externat, tout ça se passait à Paris et je suis arrivé à Bordeaux pour l'internat où j'ai choisi un DES de néphrologie qui était la deuxième discipline qui m'intéressait. J'ai mis cette photo du quartier Saint-Michel de Bordeaux où j'ai vécu pendant cet internat et pendant une partie de mon clinica. Parce que Bordeaux a souvent l'image d'une belle endormie qui n'est pas complètement volée. Mais en fait, il y a aussi des lieux de grande animation et surtout de grande mixité sociale et culturelle, dont le quartier Saint-Michel, où j'habitais, fait partie. Et sur ce, je continue mon parcours après cette parenthèse. Donc, me suis inscrit en desk de gériatrie. J'ai été, après mon internat, chef de clinique 1 an dans chacune des 2 disciplines, de mon DES et de mon desk. À la suite de quoi, j'ai été pendant 2 ans praticien hospitalier contractuel dans une unité de post-urgence gériatrique. Et puis, comme la recherche, je vous l'avais dit au départ, était mon rêve de gosse, d'une part, et puis que pendant ce parcours, j'ai été pris d'une passion pour l'enseignement de la médecine. J'ai diminué mon activité clinique là, entre 2018 et 2021 pour faire beaucoup de recherche et de l'enseignement. Pendant 1 an, notamment au Gérontopôle de Toulouse, où j'ai pu voir ce que c'est, une organisation et une structuration d'un pôle de gériatrie très différente
de celle qu'on avait à Bordeaux. Donc, ça m'a beaucoup enrichi. Au passage, là, pour les jeunes qui nous écoutent, il faut absolument voir du pays si vous voulez vous enrichir personnellement et professionnellement. Bon, moi, je suis pas allé bien loin, mais comme ça, j'ai fait ça en train et à vélo. Et puis, pendant ce temps-là, j'ai gardé une activité de praticien attaché minoritaire à Toulouse et ensuite à Bordeaux, où j'ai commencé une thèse d'université dans un laboratoire d'immunologie qui s'intéresse au vieillissement. Et puis tout ça a fait que depuis 2021, je suis maître de conférence des universités et praticien hospitalier. Donc je vais surtout vous parler de mon activité de soins, puisque c'est beaucoup de ça qu'on parle ce soir. J'ai une activité d'hôpital de jour, de gériatrie générale, donc dans le pôle de gérontologie clinique du CHU. Donc c'est un hôpital de jour, on reçoit des patients pour soit des actes techniques, soit des évaluations gériatriques standardisées pour les divers motifs que vous imaginez de syndrome gériatrique, adressés par nos collègues spécialistes ou majoritairement par leurs médecins traitants. Et puis une consultation de néphrologie gériatrique, c'est-à-dire que je reçois des patients adressés par leurs médecins traitants pour des problèmes néphrologiques ou des questions néphrologiques, ou par des collègues médecins spécialistes du CHU ou d'ailleurs. Et puis, l'insuffisance rénale sévère est très associée à un certain nombre de syndromes gériatriques, donc je peux, en fonction de la demande, prendre ma casquette de néphrologue ou de gériatre pendant ces consultations. Et puis une partie de cette activité, à la fois d'HDJ et de consultation, permet aussi d'aider les collègues néphrologues à répondre à des questions pour leurs patients âgés, insuffisants rénaux, sévères, et notamment une des questions les plus difficiles qui est le choix du traitement de suppléance ou non. Mes projets, il y en a un certain nombre, comme mes collègues. J'en ai mis 3 ici, centrés sur le soin et un peu sur la recherche. C'est de développer dans le cadre de l'activité ambulatoire du pôle, une équipe qu'on a appelée appui gériatrique, c'est-à-dire d'armer et de renforcer l'activité de hotline pour les soignants libéraux, enfin surtout les médecins libéraux de ville, donc pour améliorer l'interface entre les soignants de ville et les différentes activités du pôle de gérontologie. Donc, on a recruté pour ça, grâce à un financement de l'ARS, un cadre de santé et quasiment, c'est en train de se faire, une infirmière. Il ne nous manque plus qu'un médecin. Donc, je vous ouvre les bras, cher public, si tout ça vous intéresse. Nous attendons un médecin pour commencer cette activité qui est bien sûr de soins ambulatoires à l'hôpital de jour et en consultation, et aussi d'appui gériatrique pour améliorer ce lien ville-hôpital et faciliter, fluidifier l'accès des patients âgés en ville aux soins dont ils ont besoin, que ce soit de consulte, d'HDJ ou d'hospice, sans passer par les urgences quand c'est possible. Deuxième point, de développer la filière néphrogériatrique que j'ai un peu décrite là dans mon activité de consultation, et notamment via un réseau régional et le fait de faciliter le partenariat locaux dans chaque département de l'Aquitaine entre les gériatres et les néphrologues pour améliorer les soins pour ces patients. Ce qui me permet aussi d'avoir des liens avec des gériatres qui ont diverses activités, différents types d'exercices qu'on décrit ce soir. Et puis le troisième point, c'est en lien avec mon activité clinique et mes thèmes de recherche, d'améliorer les connaissances sur les déterminants biologiques et notamment immunologiques de la fragilité de ces patients âgés insuffisants rénaux. Et donc, pour ça, j'ai notamment récemment obtenu un financement pour étudier prospectivement ces déterminants immunitaires de la fragilité du CHU de Bordeaux. Donc, on arrive encore à obtenir des sous pour faire progresser les connaissances en biologie du vieillissement de l'hôpital. Et puis, le dernier projet, avant de passer la parole, qui n'est pas écrit là, mais qui est important et que je ne peux pas ne pas dire ce soir, c'est de continuer à défendre notre hôpital public et la gériatrie publique. Et sur ce, je passe la parole au docteur Marek. Bonsoir à tous. Moi, comme mes confrères, donc j'ai fait un internat plutôt de médecine générale.
Mais contrairement à eux, la gériatrie, ce n'était pas ma passion au début, parce que j'ai commencé mon internat de médecine générale, je voulais faire un DU de gynécologie médicale. Donc, on est bien loin de cette spécialité. Et puis finalement, en faisant des stages en SSR et puis des stages même de médecine générale, je me suis rendu compte que la gériatrie, c'était très riche, que c'était très polyvalent et que c'était très intéressant et qu'on ne s'ennuyait pas. Et donc, j'ai fini par faire donc, un desk de gériatrie. Moi, j'ai pu le faire parce que j'étais les promos d'après, il n'y avait plus de capacité, donc je me suis spécialisée en gériatrie. J'ai été pendant 2 ans assistante hospitalière en gériatrie aiguë à Louis-Mourier. Alors, je ne suis pas très bien tombée parce que de 2019 à 2021, il y a eu le Covid. Donc, on a été essentiellement, pendant en tout cas une bonne année, un service exclusivement Covid. Donc, c'était un peu difficile. J'avais pour ambition initialement de rester à l'hôpital. Je devais prendre un poste de PH juste après. Et puis, j'ai eu envie de voir un peu autre chose. Le libéral, ça m'a toujours intéressée. Je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Et donc, sur un coup de tête, je me suis lancée il y a 1 an en libéral à Paris, dans le 16e arrondissement, parce que j'ai eu la chance d'être en contact direct avec une gériatre à Paris. Si vous avez déjà travaillé à Paris, peut-être que vous la connaissez, c'est le docteur Le Breton, qui m'a proposé, comme il y a très très peu de médecins à Paris et qu'elle est débordée, de reprendre progressivement sa patientèle. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu commencer il y a 1 an et que j'ai été très rapidement full. Je crois que j'en dis un peu plus sur la diapo suivante. Oui, donc mon activité, elle se divise en 3 pôles. Mon activité libérale, elle se divise au cabinet, à domicile et en EHPAD. Pour faire assez court, à Paris spécifiquement, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes, mais il y a très peu de médecins généralistes. Il y en a beaucoup qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacés. Donc, le problème se pose de reprendre leurs patients et si on veut jouer le jeu du gériatre, il y a quand même beaucoup, beaucoup de domiciles à faire. Les patients qui ne peuvent pas se déplacer, notre rôle, il est quand même beaucoup, beaucoup à domicile. Donc, comme je commençais, j'ai pris du tout venant et j'ai fait beaucoup, beaucoup de domiciles. Là, j'essaye de faire un peu plus de cabinet. La question qui se pose au cabinet, c'est on fait un peu un rôle de médecin traitant, même si, comme mes confrères et consoeurs l'ont dit, il y a tout un rôle de consultation mémoire, etc. On a quand même beaucoup de patients, en tout cas moi, qui sont envoyés de leur médecin traitant et qui n'ont pas le temps de prendre en charge au cabinet. Donc voilà, là, j'essaye d'augmenter un petit peu mon activité au cabinet. Et enfin, je vois des patients en EHPAD. Alors, pas en tant que salarié, mais vraiment en tant que médecin libéral. J'ai des patients en EHPAD et on m'appelle régulièrement dès qu'ils ont un souci. J'ai certaines EHPAD où j'en ai beaucoup. Et donc, je passe une demi-journée par semaine et je les vois. Et c'est un peu comme de la salle, quoi, ou du long séjour. Et on fait le point sur les patients, sur ce dont ils ont besoin. Et voilà. Et quand il y a des urgences, on est obligé de se déplacer. Il y a un médecin coordinateur sur place. Mais le médecin coordinateur, en tout cas là où je travaille, il est pas censé prescrire, donc je suis censée un peu lui dire comment orienter les choses. Voilà. Et donc, concernant mes projets, alors, je découvre le libéral, donc je pense que je ne me suis pas encore complètement fait la main. C'est un exercice qui est extrêmement différent de l'hôpital, dans le sens où on est seul, où c'est difficile de continuer à se former parce que très vite, on est surchargé de patients et donc on fait un petit peu que ça. Mais j'aimerais bien pouvoir me spécialiser et faire des DU ou de psychiatrie du sujet âgé ou de nutrition, je ne sais pas encore, je vais voir, mais je pense que ça peut être intéressant parce qu'en libéral, je ne sais pas ce qu'en pensent mes confrères et consoeurs, mais il y a vraiment un sujet, en tout cas à Paris, de dépression du sujet âgé et je les oriente quand même très souvent. J'ai la chance d'avoir des gérontopsychiatres pas très loin de moi, donc qui me donnent des conseils, mais qui sont très sympas et qui acceptent souvent de voir mes patients pour le suivi. Donc tout ce qui est psychiatrie du sujet âgé, même si on connaît, quand ça devient un peu pointu, voilà, on est quand même bien content de les avoir sous la main. Je veux continuer le lien ville-hôpital parce que moi, j'ai la chance d'avoir des hôpitaux à côté, notamment l'hôpital Sainte-Périne, qui me prend les patients quand je les appelle. Alors, les délais, ils sont maintenant beaucoup plus longs, sans avoir à passer par les urgences. Mais voilà, j'aimerais pouvoir continuer et maintenir ce lien qui est très, très, très important, surtout quand on fait du domicile. Des patients qui sont très dégradés, on a envie de leur éviter un passage par les urgences. Et je réfléchissais avec
certaines de mes consoeurs en EHPAD à faire éventuellement un projet pour les aidants, qui sont souvent dépassés, qui sont fatigués, que ce soit les enfants ou que ce soit les conjoints, qui mettent vraiment de côté leur santé. Et donc, on réfléchissait à faire une consultation dédiée éventuellement en EHPAD, une demi-journée par semaine pour recevoir les aidants, revoir leur traitement, voir si le dépistage est OK, mettre en place des traitements antidépresseurs et pouvoir les orienter vers des associations d'aidants qui existent. Ils ne sont pas forcément au courant. Voilà pour moi. Merci beaucoup et je passe enfin la parole au docteur Parné. Bonjour. Alors, j'ai un parcours un tout petit peu plus atypique, mais je rejoins tout ce que vous avez dit, et que la gériatrie, le matin, on se lève et on ne sait pas quelle nouvelle pathologie on va découvrir, ou on va devoir sortir nos vieux livres ou aller sur Internet pour pouvoir un peu nous aider. Donc, moi, j'ai commencé, j'ai fait des études de pharma et j'ai passé l'internat de pharma, donc un doctorat. Et puis après, je me suis inscrite en chimie. J'ai commencé une thèse de chimie, une thèse de sciences. Et puis, les années passant, c'était compliqué parce que j'ai été confrontée à la recherche en France quand on n'est pas en médecine et quand on est en chimie et qu'on n'est pas vraiment chimiste, mais qu'on est pharmacien. Et donc, j'ai eu assez peu de budget pour mon item. Et donc, je travaillais le matin en tant qu'interne en biologie. À l'hôpital, vous avez le service de biologie, donc j'étais là le matin. Et puis, l'après-midi, j'allais au CEA jusqu'à 23h. Et franchement, je pense qu'on en reparlera aussi après, mais la vie privée, c'est pas si simple. Et donc, j'ai découvert la vraie médecine clinique en infectieux à Saint-Antoine. Et donc, je suis repartie pour un doctorat de médecine. Donc, j'ai fait une passerelle. Je suis arrivée donc en D1. Et puis là, je me suis retrouvée en SSR pendant l'internat en programme de médecine générale. Et je me suis dit, mais évidemment, c'est la gériatrie qu'il me faut. La iatrogénie, les patients polypathologiques, c'était vraiment parfait pour moi. Donc après, j'ai fait quelque chose d'assez classique, 2 ans d'assistanat à Millau, à Versailles, et puis un poste de PHC, un poste de PH là-bas. Et de nouveau, pour des raisons personnelles, j'ai migré. Donc je pensais migrer vers Paris. Et puis bon, après, on peut l'aborder ou pas, la PHP, finalement, c'était pas mon truc. Donc je suis restée en proche couronne de Paris. Je vous ai mis une petite carte parce que moi, je ne connaissais pas avant d'y aller. Je me suis retrouvée donc, au CHSF à Corbeil-Essonnes, au Tarteret, au milieu d'une jolie petite banlieue du 91. Et en fait, là, voilà, ça fait maintenant 2 ans. Je suis arrivée quasiment 2-3 mois du début du Covid, donc ça a été ardu. Mais j'ai vraiment trouvé ce que je cherchais. Et donc là, tu peux switcher la slide. Donc là, actuellement, ouais, et donc pour le côté recherche, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la recherche. Par contre, je suis pas, j'écris pas bien, et puis écrire, c'est vraiment pas mon truc, donc je publie pas. Donc j'étais investigateur principal d'une étude du Covid parce que c'est pareil, pendant le Covid, il y avait pas d'études. Il y avait au départ, en tout cas quand j'ai fait celle-là, il n'y avait pas d'études personnes âgées interventionnelles avec les traitements. Donc c'était une étude sur les gamma-globulines que j'ai montée à Millau. Et puis bon, en partant de Millau, j'ai un peu laissé, enfin l'étude a continué à perdurer grâce au docteur Gers que j'ai laissé de côté. Je me suis retrouvée donc maintenant en activité actuelle. Je fais de l'UGA, je fais de l'aigu et très, très aigu des patients qui sont relativement instables et c'est ce qui me plaît. Je me suis formée au DU d'échographie clinique l'année dernière, que je continue cette année. On a reçu un échographe flambant neuf en début d'année. Et puis, je fais partie du comité d'éthique de l'hôpital et on essaie un peu de développer ça. Donc ça, c'est actuellement, on a sur notre service, on a au mieux 32 lits. Actuellement, on est plutôt à 24 lits pour les problèmes que vous connaissez de PNM. On est 4 temps plein pour 24 lits. On sera 5 temps plein pour 32 lits. On a une équipe mobile dissociée avec, pareil, un temps plein et demi de médecins qui est intra et extra. On a un HDJ avec aussi un médecin dédié pour un peu tout, qui n'est pas très centré mémoire, qui est plutôt évaluation globale, diagnostic, conciliation. Et puis,
Pour ma part et puis pour la part de la plupart des médecins du service, on a des consultations, nous aussi, d'environ 3/4 d'heure, 1 heure pour de l'évaluation globale gériatrique, des consultations d'oncogériatrie, de post-urgence et puis mémoire. Voilà, et le mémoire, donc là, tu peux continuer. Les projets, c'est quelque chose que je trouve que, alors on avait mis en place avant le Covid, qu'on essayait de maintenir et que je pense qu'il faut recommencer, c'est le lien ville-hôpital. Moi, mon projet plus personnel, c'est d'essayer de pouvoir trouver, grâce aux divers modalités qui existent actuellement, c'est reformer des médecins de ville et trouver surtout trouver le bon timing pour pouvoir en fait vraiment avoir un groupe en fait de médecins généralistes qu'on peut emmener sur la gériatrie et avoir cet échange en fait permanent. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on avait il y a 4-5 ans quand j'ai commencé et puis qu'il n'y a plus du tout là, en tout cas pas dans le 80, enfin assez peu dans le 91. C'est aussi une filière personnes âgées en réanimation, en post-réa. C'est quelque chose que j'avais réussi à mettre en place avec l'équipe de Mignot. C'était des interventions qu'on faisait tous les mardis. En réanimation, on discutait de tous les patients qui avaient plus de 75 ans, intubés ou non, et de savoir où est-ce qu'on allait, ce qu'il fallait voir pour les différentes complications d'organes. C'était hyper intéressant. Alors, ça avait été hyper dur, enfin, c'était assez difficile de mettre ça en place avec les réanimateurs qui, au début, nous regardaient avec des gros yeux. Tout doucement, au Sud francilien, on n'y arrive pas à pas. C'est beaucoup plus compliqué, surtout après le passage du Covid, où on a du mal à faire retourner nos patients quand ils en ont besoin en réa après 85 ans. Et puis, là, on est en train de monter la filière insuffisance cardiaque avec et les urgentistes et les cardiologues pour, en fait, chanter toutes ces attentes d'écho, d'avis cardiologiques pour que les patients se retrouvent assez rapidement chez nous, voire anticiper leur passage aux urgences. Voilà, en gros, ce que je fais. Merci beaucoup, Laure. Entre-temps, j'ai le plaisir d'avoir été rejoint par ma co-modératrice Amélie Boinet. Et Amélie, je vais me permettre de lancer la table ronde en donnant une précision que j'ai oublié de donner à tout le monde. C'est que pour des raisons familiales, Laura ne va pas pouvoir rester avec nous jusqu'à la fin. Et du coup, je vais modifier un tout petit peu le plan qu'on avait prévu, de façon à ce qu'on puisse parler de libéral tout de suite, tant qu'on a Laura. Et notamment, et puis après, Amélie, je te laisserai bien sûr rebondir. On se posait des questions sur auxquelles en fait tout le monde peut participer, mais il y a peut-être des spécificités dans l'exercice de la gériatrie libérale sur la place, d'une part la place vis-à-vis du médecin généraliste que tu as un petit peu abordé, Laura. C'est-à-dire, est-ce que votre vision, c'est que le gériatre libéral en fait devient le médecin généraliste du patient ou pas? De petit 1 et petit 2, comment on constitue son équipe pluriprofessionnelle dans le cadre de l'activité libérale? Alors, je me lance, je crois que Fanny, elle va pouvoir aussi répondre à la question. Donc, ta première question par rapport aux médecins traitants, je vais essayer d'être courte. C'est pas si simple. Le problème est qu'il n'y a pas assez de médecins traitants, comme je vous l'ai dit dans ma présentation. À Paris, c'est dramatique. Là où je travaille, il y en a 5 qui sont partis à la retraite ou qui sont décédés ou qui sont très malades et qui n'ont pas été remplacés. Donc, on n'a pas trop le choix que de remplacer un peu le médecin traitant. Après, il y a différents types de patients. Il y en a qui sont relativement jeunes, pour qui ça va aller assez vite, c'est pas très compliqué. Il y en a d'autres qui sont plus vieux et qui nécessitent vraiment des consultations gériatriques. En réalité, ce que j'essaye de faire au maximum, c'est de pouvoir plutôt décharger les patients gériatriques des médecins traitants qui n'ont pas le temps de gérer au cabinet. Ils les voient en 15-20 minutes, ils n'ont pas le temps d'aborder les troubles cognitifs, ils ne revoient jamais les ordonnances, parce qu'ils n'ont pas forcément la formation pour, et puis surtout parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, moi, j'essaye de ne pas me substituer à eux, mais voilà, de leur apporter une certaine forme d'expertise. À côté de ça, les patients qui viennent me voir et qui voyaient leur médecin traitant en un quart d'heure, quand ils voient que je prends le temps, voilà, je deviens un peu leur médecin traitant. À côté de ça, je vais aborder un point qui peut être un peu tabou, mais dont il faut parler en libéral en tant que gériatre, c'est que
vos prix des consultations de gériatrie ne seront pas les mêmes que ceux du médecin traitant. Donc, vous allez devoir un peu justifier de cette différence de tarif en restant un petit peu plus longtemps avec eux et en leur apportant un petit peu plus que ce que leur médecin traitant leur apportait tout simplement en ville. Donc ça, c'est pour le point numéro 1. Et le point numéro 2, rappelle-moi. C'est comment on constitue son équipe pluriprofessionnelle en libéral. Alors, ça, c'est pas évident. Il faut connaître dans le quartier. Donc, moi, j'ai eu la chance, comme je vous l'ai dit, de connaître une gériatre qui m'a un peu sponsorisée et qui m'a aidée à me lancer et m'a présenté quelques personnes. Mais le plus gros, vous allez le faire tout seul. Là, par exemple, j'ai réussi à être sur un groupe WhatsApp de tous les médecins spécialistes du 16e. Et donc, grâce à ça, à force de les appeler, on a des contacts, on a leur portable, on s'échange des avis et c'est un petit peu comme ça. C'est au bouche à oreille et c'est en se présentant à tous les médecins autour, aux hôpitaux autour aussi. Et c'est comme ça qu'on se fait des contacts et qu'on arrive à avancer, quoi. Parce qu'on est effectivement, on est assez seul dans l'exercice libéral. C'est la vraie différence avec l'hôpital. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Il ne faut pas avoir peur de faire cavalier seul, mais il ne faut pas avoir peur aussi d'appeler, de demander des avis. Ils sont plutôt bienveillants, les médecins autour, et ils ont envie d'aider, quoi. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Ouais, je vais laisser Fanny compléter. Et après, il y a aussi, là, tu réponds sur les médecins, mais il y a aussi les autres. Les autres soignants. Fanny, je te laisse. Alors, moi, c'est vrai que je crois qu'on n'a pas tout à fait le même type d'exercice avec Laura. Moi, je travaille. J'ai commencé par l'exercice pluriprofessionnel. Effectivement, je vais travailler avec beaucoup de monde. En fait, je me sens pas du tout isolée en étant seule à ma consultation. En fait, d'ailleurs, je crois que je suis beaucoup plus en relation que lorsque j'étais médecin en conseil gériatrique. J'entends que je vais travailler avec les médecins traitants de façon très directe, qui m'appellent, qui me sollicitent pour des avis gériatriques. Je vais travailler avec la consultation mémoire, je travaille avec des orthophonistes, je travaille avec les équipes spécialisées. Donc, je participe à des réunions pluriprofessionnelles avec les équipes spécialisées, attachées au SIAD qui font donc la réhabilitation cognitive à domicile. Je suis en relation avec des mandataires judiciaires parfois. Enfin, c'est extrêmement varié. Des orthophonistes, j'en ai parlé, et je travaille énormément avec la plateforme territoriale d'appui localement, soit en leur adressant. Et en fait, c'est toujours je t'adresse, tu m'adresses. Et c'est comme ça, c'est en se rendant les services avec des psychiatres, que ce soit hospitaliers ou libéraux. Et à partir de moment, le réseau se fait et ça se passe très bien comme ça. Mais comme je vous dis, moi, je fais essentiellement de la consultation spécialisée. Alors, c'est vrai, c'est la gériatrie libérale, c'est un petit peu comme la pédiatrie. On peut se poser la question, est-ce que le pédiatre devient le médecin traitant de l'enfant, ou est-ce que c'est un médecin de recours? C'est la même façon. Au niveau de la gériatrie, est-ce qu'on doit rester une spécialité de recours, ou est-ce qu'on doit effectivement prendre des patients et je pense que Laura parlait effectivement de situations très complexes où l'expertise gériatrique est tout à fait intéressante. J'ai pas les réponses. Comme je vous ai dit, moi aussi, là, j'aspire à reprendre un petit peu du suivi en tant que médecin traitant en EHPAD parce que ça me manque. Donc, je voudrais essayer de trouver un équilibre. Voilà. Bon, moi, je travaille aussi à la consultation mémoire, donc j'ai aussi accès à ce réseau-là. Consultation mémoire, CM2R, quand je dois adresser à Bordeaux. C'est quelque chose de très intéressant à développer quand on s'installe. On part de pas grand-chose et puis au bout d'un certain temps, l'horizon s'ouvre et on interagit avec plein de monde et ça fait vraiment la richesse de l'exercice. Ok, merci beaucoup. Ça nous éclaire pas mal. Du coup, oui, juste rapidement, je suis vraiment désolée pour le retard, mais je suis enchantée de tous vous rencontrer et puis merci beaucoup pour votre participation. On va peut-être voir un petit peu le point de vue au niveau privé et public en structure hospitalière par rapport à vos interactions avec médecins traitants
traitants et les autres professionnels. Est-ce que vous avez des choses spécifiques à nous indiquer? Est-ce que c'est plutôt fluide? Un peu, quels sont les outils qui vous permettent de bien travailler aussi bien avec les médecins qu'avec les paramédicaux? Je vais parler je vais commencer si vous voulez bien pour parler un petit peu de la relation ville-hôpital. Donc moi, je suis médecin donc en court séjour gériatrique donc dans un établissement privé à but lucratif. On a mis en place dès notre installation une ligne directe en fait de médecin à médecin. Je pense qu'il y a beaucoup de courts séjours qui fonctionnent comme ça parce que ça marche plutôt bien. On a communiqué dessus très rapidement pour que les médecins aient ce recours-là et cet accès assez simple. Et ce qui crée du coup beaucoup de fluidité, puisque ça ne passe pas par des secrétariats, il n'y a pas de temps d'attente, le téléphone il est toujours sur l'un de nous, et on a tout de suite le médecin, et les médecins ne perdent pas de temps. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez déterminant dans leur relation avec les confrères. L'autre chose aussi importante, c'est que les patients sortent systématiquement avec leur courrier de sortie, et dans les situations un petit peu complexes, on repasse systématiquement un coup de fil au médecin traitant pour discuter d'une consultation assez rapide après la sortie d'hospice. C'est souvent des moments un petit peu critiques, hein. Il y a le temps du retour d'hospitalisation. Et donc, dans ce contexte-là, la relation est plutôt, franchement, très fluide et ça marche très bien. Voilà. Et pour ce qui est de la relation avec les autres confrères, parce que c'était une de mes craintes, hein, si je peux poursuivre un peu, avec les médecins libéraux installés sur les établissements de santé privés, parce que j'avais l'expérience du public où le recours aux confrères spécialistes de spécialité d'organes était parfois très complexe et on passait parfois un petit peu en dernier en tant que patient, enfin nos patients passaient un peu en dernier en tant que patients âgés. Je n'ai pas du tout retrouvé ça sur l'activité privée, puisque les médecins libéraux sont, je trouve, extrêmement disponibles. J'avais cette crainte-là, hein, parce que rien ne les oblige et rien ne les engage à voir nos patients hospitalisés. Et ce n'est absolument pas le cas. Ils sont au contraire extrêmement bienveillants et extrêmement disponibles, puisque c'est un échange de bons procédés aussi, puisqu'on répond aussi à leurs demandes rapidement. Et ça se passe très, très bien. En tout cas, au sein de notre établissement, les choses sont très fluides avec les confrères libéraux. Bonsoir à tous, je viens rebondir au propos de Thomas. C'est vrai que nous, avec Thomas, donc on est médecin gériatre donc, au sein du groupe Elsan et on a un statut un petit peu particulier au sein du groupe. Je crois que c'est un peu la même chose pour toi. C'est que nous sommes salariés au sein du groupe et les autres confrères spécialistes d'organes, eux, sont tous libéraux. Et effectivement, la grande différence que moi j'ai vue, en tout cas en arrivant à la clinique du CIDOB, c'est la facilité d'échange qu'on pouvait avoir avec les spécialistes d'organes. Thomas le disait, c'est la rapidité des examens. C'était extrêmement frustrant en tant qu'assistant et puis PH des hôpitaux d'attendre parfois plusieurs semaines pour avoir une écho-cœur, un scanner ou une IRM et avoir ce patient finalement hospitalisé dans un lit, dans l'attente d'un diagnostic avec l'impossibilité d'avancer. Et en même temps, à côté, des patients qui attendent de pouvoir être hospitalisés pour faire les bilans, on avait l'impression que c'était un peu le serpent qui se mordait la queue. Et là, la vraie différence qu'on a eue, c'est la fluidité de l'organisation. Chacun y met, je pense, toute sa bonne volonté. Et on arrive comme ça dans la journée à avoir le bilan cardiaque, le bilan neuro. Et en 48 heures, on arrive à faire quasiment un bilan de chute correctement, quoi. Véritablement, il y avait la crainte très claire. On dit toujours le public, le privé. Le public, on fait de la vraie médecine. Le public, le privé, on est là pour faire du fric et aller très vite. C'est absolument pas j'ai absolument pas le sentiment que j'ai. Je pense qu'on fait aussi bien notre métier avec toute la conscience professionnelle. Ça a été un soulagement aussi de voir que finalement le groupe dans lequel je travaille nous donnait les moyens de véritablement faire de la vraie médecine gériatrique, parce qu'on sait que c'est aussi une contrainte. Les patients âgés, c'est pas simple. On est confronté aussi à des confrères, comme de partout, des urgentistes qui ont un peu de mal à prendre en charge les personnes âgées. C'est long, c'est compliqué, les interrogatoires sont difficiles, il y a de la polypathologie, les anamnèses sont hyper complexes. Donc, c'est pas toujours très, très simple. L'agisme, c'est toute la société qui est touchée par ce phénomène. Mais malgré tout, voilà, on a, au sein de la clinique dans laquelle je travaille, nous, on a réussi à instiller petit à petit, à faire perfuser cette culture gériatrique. Et tout le monde s'y est mis. Il y a véritablement maintenant une entraîne et une fluidité dans la prise en charge. Concernant nos relations avec les médecins libéraux, les médecins traitants de ville, là aussi, c'est extrêmement rapide. On a à peu près la même organisation que Thomas. C'est qu'on a une ligne directe. On avait communiqué à l'ouverture du service, on leur avait tous adressé un courrier avec un numéro de téléphone.
Donc directement, le médecin traitant ne passe pas par le standard ni par ma secrétaire, mais directement sur mon téléphone personnel. Et on discute directement de médecin à médecin sur les hospitalisations et avec la date immédiate, quoi. Quand on raccroche, on a la date d'hospitalisation et la convocation qui partira après, donc ça va assez vite. Le médecin traitant est en consultation avec sa patiente ou son patient, et en raccrochant, il a la date de l'hospitalisation à venir. Donc, ils sont assez contents, je pense, de la fluidité qu'on leur offre et de la complémentarité qu'on a avec eux. Laure, est-ce que tu veux compléter? Oui, je voulais dire, parce qu'en fait, on fait à peu près la même chose, sauf que moi aussi, je suis dans le public et je suis aussi très attachée au public. On travaille exactement de la même façon. On a un numéro dédié. Donc, c'est vrai que là, on l'a mis en place depuis 1 an parce que le service était effectivement au départ un service qui était un service un peu plus lourd avec des médecins qui étaient là depuis très longtemps. Donc, ça a pas mal bougé depuis 2 ans. Donc, on a un numéro dédié et les médecins traitants commencent à le connaître et effectivement, nous appellent aussi sans passer par un secrétariat. Ça commence à se faire connaître. Après, on appelle aussi les médecins traitants. C'est quelque chose, donc c'est assez nouveau pour les internes. On a de la chance, on a des internes de médecine générale. Donc, en fait, ils comprennent un peu ce qui se passe à l'hôpital. Donc, on appelle, nous, les médecins traitants, à l'arrivée des patients parce qu'on doit rapidement les statuer sur si jamais ils devaient se dégrader à un transfert ou pas en réanimation. Et puis, on les appelle à la sortie parce qu'on sait aussi très bien, pour discuter avec pas mal de médecins généralistes, que finalement, les comptes rendus de 3 pages, ils ne vont pas les lire, ils vont lire vaguement la conclusion du PMSI et puis ça leur suffira. Donc, c'est vrai qu'on sur différents travaux qu'on avait fait, notamment à Mignon, on s'est rendu compte que l'appel était nettement plus intéressant que les comptes rendus. Et pareil, de toute façon, l'ARS nous l'impose, tous nos patients sortent avec un courrier de sortie dédié pour le médecin traitant et pour le patient lui-même. La seule différence, c'est que nous, on est soumis à un flux permanent des urgences, de plus en plus de patients lourds. Donc, c'est vrai que dans la meilleure des vies, on aimerait pouvoir prendre des patients du domicile à 60%, des patients qui ont un bénéfice d'un plateau technique tel qu'on a, nous aussi, avec de la chirurgie. Mais c'est vrai qu'on doit en permanence jongler avec ces patients extrêmement graves qui viennent des urgences et qui ont besoin d'une place rapidement dans les 24 heures. Et puis, ces patients de ville, quand ils sont graves, qui doivent avoir à peu près des places dans les mêmes délais sans passer par les urgences. Et en fait, ce challenge, c'est vrai que nous on l'a. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez prenant, en fait, d'avoir toujours cette dualité entre les urgentistes et les médecins traitants et en permanence d'avoir ces 2 flux-là qui sont hyper importants. Donc, c'est vrai, je vais pas dire qu'on arrive à avoir toutes les entrées qu'on voudrait faire par les médecins traitants. C'est vrai que nous, finalement, on fait assez peu de bilan de chute parce que nos patients arrivent soit très graves, hypovolémiques, et c'est vrai qu'on n'est plus sur un bilan de chute. Mais je pense que c'est très bien de pouvoir aussi avoir à côté de nous ces structures privées qui peuvent prendre ces patients-là beaucoup plus vite que nous, on pourrait éventuellement les prendre. Donc, je trouve que c'est assez intéressant en fait de vous voir en direct parce que nous, on a assez peu de contact finalement avec les médecins des cliniques privées, en fait. Alors, parce que c'est… Je t'en prie, Donc, tu vois, par exemple, donc, ce que tu dis là, on a, je pense, nous, on a un service d'urgence aussi avec 20 000 passages par an. Et on a aussi énormément de patients très lourds, très, très, très dégradés, très, très polypathologiques et en des grandes décompensations. Et en fait, je pense que c'est très dépendant des établissements privés. Tu vois, je pense qu'effectivement, un établissement qui a un gros service d'urgence qui tourne fort, qui répond aussi à un manque territorial, parce que les urgences du CHU débordent. Donc, forcément, il y a un déversement qui se fait sur les autres. Mais je pense qu'il faut, au niveau des établissements de santé privés, il n'y a pas une activité dédiée. Nous, on a été un des premiers services de court séjour à se créer en France, puisqu'on est ouvert depuis 2016. Au départ, on est parti d'une feuille blanche, on n'avait aucune idée de la patientèle, de quoi que ce soit. Et on est très proche encore de nos collègues. Moi, je fais partie de la société de Géronto Centre-Auvergne. J'étais encore hier en réunion de bureau avec mes collègues du CHU. On s'entend tous très bien. Et en fait, on se retrouve avec les mêmes patients. Moi, j'ai été pendant 4 ans médecin de court séjour gériatrique et j'ai les mêmes patients que j'avais au CHU aujourd'hui en établissement privé. Je pense que c'est très dépendant
du lieu, de la structure, de l'organisation. Je pense que voilà, il faut Non, je parlais de forcément ton que du bilan de change. pourcentage. Parce que tu étais à 60% de patients. Non, je parlais du fait que tu étais Ouais. Ah non, je parle Ah pas oui, de ça. Je parle du fait que tu disais. Ah non, non, je parlais pas du tout ça. Je parlais des chiffres que tu avançais. Tu avances 60% de patients qui viennent de ville. Clairement, on ne peut pas prendre la moitié de nos lits pour des patients qui viennent de ville. On dédie, c'est vrai, plutôt 75% pour les patients qui viennent des urgences et les 25% restants pour les patients de ville. On souhaiterait pouvoir faire mieux, mais clairement, on ne peut pas. Ah non, non, moi, je te parlais plutôt de ça. On ne peut pas. Et c'est pour ça que je trouvais ça plutôt bien que vous pouviez, que tu puisses, toi, dédier avec ton activité plus de la moitié de tes patients. C'était plutôt dans ce sens-là. oui, non, non, mais Enfin, je ne l'ai absolument pas mal pris, mais je pense que c'est vraiment très dépendant des sites. Parce que tu vois, ce pourcentage-là, j'avais grosso modo le même en court séjour gériatrique au CHU. d'accord. Je pense que Ah ça oui, dépend après de la taille des structures. Tu vois, oui, tout à fait. si tu as 75 lits de court séjour au CHU et que tu en as 70 dans des cliniques à côté, forcément, tu arrives à avoir un peu un flux constant. Ouais. Oui, d'accord. Je vais me permettre de changer de thème et d'inviter Laura à se sentir libre de me répondre ou de nous quitter. Le thème qu'on voulait aborder, sur lequel on a plein de questions, c'est les conditions de travail. C'est-à-dire, bon, je vais, sans mettre personne mal à l'aise et chacun répondra s'il le veut, évacuer la question du salaire, comme ça ce sera fait. Du temps de travail, des gardes que vous faites ou pas. Ça, c'est un peu la première partie, en gros, les chiffres de temps et d'argent. Et puis la deuxième partie, et là où il y a beaucoup de questionnements vis-à-vis de l'activité privée salariée, c'est la liberté d'exercice. Et j'entends, quand on travaille dans une clinique, est-ce qu'on peut décider de qui on soigne, de comment on le soigne et quelle est la marge de manœuvre du médecin et le degré, pour dire les choses clairement, d'intrusion de décideurs, de directeurs sur ce qu'on fait et comment on le fait. Alors moi, avant de vous quitter, je vais répondre à ta question rapidement. Donc la question de temps et argent, oui, la question du salaire, j'imagine que tous les jeunes gériatres se la posent, notamment pour le libéral, et c'est normal. Et je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Au niveau du temps passé, alors moi, j'ai eu un événement familial récent qui fait que j'ai eu un petit bébé il y a 2 mois et demi. Donc je vais essayer de me prendre une demi-journée par semaine pour moi. Mais sinon, le reste du temps, je fais des journées... à peu près comme à l'hôpital, quoi, 9h, 19h, 20h. Ce qu'il y a qu'on n'avait pas à l'hôpital, c'est la paperasse. Ceux qui sont en libéral ou même en privé peut-être pourront en témoigner. C'est une grosse part du boulot et on est très vite débordé. Si on ne s'organise pas, on se retrouve, on croule sous la paperasse et voilà, il faut être très, très méthodique. Mais mes horaires de boulot, voilà, ça ressemble à ça. L'exercice de la gériatrie en libéral, en tout cas pour ma part, c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi, il se divise, comme je vous l'ai dit, entre le domicile, les EHPAD et le cabinet. Donc, c'est une espèce, il n'y a pas de routine, quoi. Donc, chaque jour, c'est différent. Donc, il faut essayer d'organiser sa journée. Et là, à la différence de ce que je faisais avant, je vais essayer de me laisser une demi-journée entière pour voir les urgences de la semaine. Parce que quand on fait des domiciles, on va être appelé régulièrement pour dire Madame Machin a 39 de fièvre. Si je suis toute la journée en consulte et que je finis à 20h, c'est compliqué d'aller la voir. Donc, j'essaie de me garder une demi-journée si ça peut attendre pour voilà, voir les urgences ou en EHPAD d'ailleurs ou à domicile. En EHPAD, il peut y avoir des patients qui ne sont pas confort. Si ça peut attendre 24 heures, j'essaye de les voir le lendemain. Ça, c'est pour le temps de travail. J'ai pris, moi, en tout cas, je ne fais aucune garde, que ce soit à l'hôpital public ou en privé. J'ai décidé que si je m'installais en libéral, c'était pour plus avoir à en faire. Mais voilà, ça, c'est mon choix. Et au niveau du salaire, au risque de vous décevoir, ma première année de libéral n'a pas été très, très rentable, pas beaucoup plus qu'à l'hôpital. Parce que j'ai eu un peu de mal à cadrer les choses. Les consultations étaient très longues. Les domiciles, ce n'est pas forcément très rentable. Mais en ayant discuté avec quelques potes qui sont en libéral, notamment, et puis certains comptables, on peut s'en sortir en bossant 4 jours et demi, voire 5 jours par semaine. Ça dépend du nombre de patients que vous voyez, hein, mais au moins avec, je pense, à peu près 6 000 € dans votre poche, à savoir que, très important, on vous le répétera, la première année de votre exercice, il faut mettre de côté au moins 50% de ce que vous gagnez. Parce que vous ne payez pas les impôts et vous avez l'URSSAF et la CARMF à payer. Donc, si vous avez des questions spécifiques là-dessus, vous n'hésitez pas. Mais voilà, il faut garder ça en tête. Vous avez l'impression d'être le roi du pétrole, mais pas du tout. Il faut mettre vraiment au moins la moitié de ce que vous gagnez de côté parce qu'on va vous le redemander l'année d'après. Et les montants, ils sont quand même assez importants. Voilà.
Merci beaucoup, Laura. Fanny, pour continuer sur le libéral, du coup. Je vous quitte. Merci, à bientôt. Merci À de ta très présence. bientôt. Bonne soirée, bonne fin de webinaire. Au revoir. Votre micro est coupé, Fanny. Sur le temps de travail, je pense que c'est à peu près le même, effectivement. Un petit peu moins, je m'offre un petit peu moins de temps de travail qu'à l'hôpital. En fait, ce qui change, c'est la liberté. En fait, je travaille autant, mais je pense que je prends au moins autant de congés que quand j'étais praticien hospitalier. Et puis, j'ai cette liberté de me dire, ben voilà, ce jour-là, voilà, je mets pas de consulte. En fait, à partir de là, on se sent bien, il n'y a pas de contrainte pour prendre ses congés avec les collègues. Voilà, il y a une certaine liberté. Après, moi, je participe quand même à la permanence de soins, puisqu'au travers de mon exercice donc au pôle mémoire, parce qu'il y a une unité cognitivo-comportementale qui est attachée ainsi qu'un EHPAD avec des astreintes. Donc, je fais une astreinte par semaine. Voilà, sur mon tiers-temps, je prends le jeudi d'astreinte. Du coup, ça me dérange pas particulièrement. Je pense que, voilà, moi, je vois la permanence des soins, ça fait toujours partie aussi de l'exercice de la médecine. Sur les conditions de rémunération, oui, elles sont, enfin, pour moi, qui étaient déjà assez avancées dans ma carrière, elles sont beaucoup moins bonnes qu'à l'hôpital. Voilà, faut pas se leurrer. J'avais regardé les statistiques pour la gériatrie libérale. Les dernières statistiques, c'était 3 800 € par mois. Et puis, effectivement, j'y suis, je continue à développer. Je pense que je vais faire mieux. Avec des consultations gériatriques qui restent longues, ça fait, oui, c'est très difficile de s'en sortir. Les cotations sont pas spécialement intéressantes par rapport au temps qu'on y passe. Il y a la vie ponctuelle, j'ai vu qu'il y avait des questions là-dessus. Donc, il y a la vie ponctuelle consultant, c'est 55 €. Pour les personnes de plus de 80 ans, vous avez une majoration de 5 €. Le bilan neuropsychologique, alors le truc, c'est que en fait, je fais pas tout en une consultation. Si je dois revoir quelqu'un pour un RLRI 7, c'est moi qui fais les bilans. Je ne fais pas ça avec une psychologue. Je cote le bilan neuropsychologique qui est à 69,12 €, voilà, précisément. La consultation d'annonce, c'est 60 €. Donc, c'est pas extra. Donc, il faut bien s'organiser. Moi, j'ai très peu de consultations non honorées. J'ai cette chance. Je revois les patients régulièrement, au minimum 2 fois par an. Et puis, une fois qu'on commence à avoir sa file active de patients, ça roule bien. Par rapport aux critères, par rapport aux nouveaux patients, j'en prends à peu près 6 par semaine, plus les expertises qui sont par définition nouvelles. Voilà. Et j'ai vu plus de 1000 patients depuis mon début d'exercice. J'ai regardé ça récemment. Merci. Messieurs, vous êtes attendus, je pense. Concernant, Ça, je vous mets à l'aise. concernant le temps de travail, il est à peu près le même qu'à l'hôpital. On fait, moi, à titre personnel, moi, je fais 9h, 18h30, et s'il faut un peu plus, un peu plus. Après, on a une pause entre midi et 2. On fait 5 jours par semaine. Alors là où ça change un petit peu, c'est les astreintes, parce qu'effectivement, j'étais seul pendant quasiment 2 ans, donc du coup, j'étais d'astreinte tout le temps. Donc ça veut dire d'être d'astreinte tous les week-ends. Et là, heureusement, avec ce deuxième médecin, on est, nous, d'astreinte une semaine sur 2. Le profil des patients, tout à l'heure, on parlait du profil des patients. Le profil des patients, c'est exactement le même qu'à l'hôpital. Il n'y a pas de différence, en tout cas pour moi. On a le même niveau de gravité, le même niveau de soins requis. Je voyais dans la petite checkbox là les questions-réponses. Est-ce qu'il y a des pressions? La question, c'était: ressentez-vous une pression dans la durée de séjour aussi, ou dans le tri des patients? Nous, on n'a pas aucune pression, en fait. On est véritablement libre total de notre activité médicale. On n'a aucune intrusion de nos directions sur l'activité. Ils nous font totalement confiance. Et il n'y a pas de pression. Je trouve qu'il y a même moins de pression pour le coup qu'à l'hôpital. Beaucoup moins de pression qu'à l'hôpital. Alors,
peut-être parce que aussi les choses vont peut-être plus vite aussi, hein, parce que là, effectivement, les examens complémentaires arrivent plus vite, donc on arrive à aller plus vite dans la prise en charge des patients. Donc une assez grande souplesse dans l'exercice qu'on a. Là où peut-être il y a un petit bémol sur la gravité, c'est qu'effectivement, quand vous prenez des patients qui sont très lourds, nous, en tout cas pour mon établissement, je parle pour mon établissement, on n'a pas de réanimation. On a une unité de soins continus. Donc, ça veut dire que s'il y a un choc septique, une décompensation cardiaque sévère, il faut la gérer. Alors, tous les médecins sont pas à l'aise pour gérer un choc septique et gérer des amines. Donc là, c'est pareil. Donc, il faut évaluer, faut pas non plus se mettre en danger à prendre des patients qui sont trop instables, parce que derrière, ça voudra dire des transferts. Donc, la limite, elle vient un peu de là, je pense, c'est qu'on n'a pas de réanimateur, en tout cas sur notre établissement, et pas de réanimation. C'est uniquement des soins continus et pour lesquels on doit assurer, nous, médecins gériatres, la continuité des soins. Donc, ça nous arrive de prendre nos patients de court séjour gériatrique et de continuer à les gérer en unité de soins continus. Donc là, c'est pareil, il faut avoir une certaine connaissance des soins et être suffisamment sûr de sa pratique pour pouvoir ne pas se mettre en danger. Voilà. Donc, peut-être que le bémol par rapport au tri des patients qui viennent des urgences, que des fois on entend souvent à la clinique, on prend que les patients légers, les patients lourds, on les envoie à l'hôpital. Je pense qu'il peut venir de là. C'est que l'urgentiste, il n'a pas envie de se mettre en difficulté un vendredi soir avec un patient qui commence à être en décompensation cardiaque sévère, où il n'est pas sûr que le gériatre va réussir à le prendre en charge, où le cardiologue ne va pas être là. Ça peut venir de là. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu de confusion de ce côté-là. C'est surtout aussi que derrière, on n'a pas... Alors même si on a un plateau technique en termes d'imagerie médicale, hein, d'IRM, de scanner, d'échographie, avec une pluralité de spécialistes en chirurgie du rachis, en angiologie et dans toutes les spécialités chirurgicales, on n'a pas cette réanimation. Et c'est vrai que cette réanimation-là, elle nous bloque pour certains patients. Alors c'est vrai qu'il y a des patients qu'on suit à la consultation et qui arrivent dans un état extrêmement grave aux urgences et qu'on doit malheureusement envoyer à l'hôpital. Et ça, c'est vrai que nos collègues, en tout cas pour nous à Castres, ont parfois un peu de mal à le comprendre. C'est qu'on n'abandonne pas ces patients, mais c'est que en termes de sécurité médicale pour le patient, c'est pas le bon choix que de l'accueillir dans une urgence et puis après dans un séjour pour finalement le transférer en pleine nuit, peut-être pour la réa. Donc, dans l'exercice que nous, on a, la difficulté, elle est vraiment là. Elle est comme ça, malheureusement, c'est le fait. Mais c'est vrai qu'on est limité. Des fois, nous, on est tout aussi désolés parce qu'on doit refuser des patients qu'on suit en consultation, qu'on a déjà vus en hospice. Et les relations sont parfois un peu compliquées avec l'hôpital, hein, je vous le cache pas, c'est pas toujours très simple. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de mon activité de consultation mémoire et d'HDJ gériatrique, avec une file active assez importante de la mémoire. Et on est parfois, bien sûr, comme tous, à prendre en charge des patients qui ont des troubles psychocomportementaux extrêmement sévères. Donc, bien sûr, on les accueille, on les prend en charge dans le service. On a la chance d'avoir un service fermé. Mais si vous voulez, derrière, on a extrêmement de mal pour avoir accès à l'unité cognitivo-comportementale qui est gérée par l'hôpital. Donc, vous voyez, c'est l'articulation, en tout cas sur notre territoire à nous, elle est encore un petit peu balbutiante, quoi. Il y a encore un peu de travail encore à faire pour synchroniser, harmoniser les pratiques. Je pense qu'il y a surtout un manque de connaissances de la part de l'hôpital public de proximité avec lequel nous travaillons, nous collaborons, sur l'activité que nous avons. Et si des fois, on est amené à malheureusement refuser un patient, je pense qu'il faut vraiment qu'il le comprenne. C'est pas qu'on n'a pas envie de s'embêter, c'est que derrière, on n'a pas le choix. Voilà, c'est surtout ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Thomas ? Je vais parler un petit peu de l'indépendance, mais effectivement, j'ai été, moi, agréablement surpris de ça. C'était une de mes inquiétudes aussi en arrivant dans un établissement privé, parce que j'ai été responsable d'UF de consultation et d'une UF de court séjour, surtout, au CHU de Clermont, et où je recevais de façon hebdomadaire ce que je coûtais et ce que je rapportais, et de façon mensuelle, un bilan détaillé extrêmement précis avec des graphiques qui me disaient que j'avais un écart de DMS de tant de pourcentage avec mes autres collègues de court séjour, etc. Donc, j'avais un peu cette crainte-là, parce qu'on avait une pression constante au CHU sur les DMS, sur les choses comme ça, puisqu'on prenait des rappels à l'ordre quand les DMS sortaient des écarts types, ce que je trouvais un peu fou, puisque moi, je ne soigne pas les DMS, mais les patients, et après, la DMS se fait en fonction de ce que j'ai fait. Et je n'ai pas du tout retrouvé ça sur le privé. On n'a aucun objectif chiffré parce que c'est illégal, puisque les médecins, selon le code de déontologie et le code de santé publique, ont une indépendance dans leur pratique médicale. Donc, on n'a aucun objectif chiffré clairement. On a des objectifs qualitatifs.
pour s'assurer quand même qu'on fait nos courriers, qu'on participe aux instances, parce que je suis le président du comité d'éthique, je participe à la Comédims. C'est une manne, les médecins salariés pour les établissements privés, puisque de ce fait-là, nous, on a l'habitude de l'hôpital public et des différentes instances. Et c'est vrai que les médecins libéraux sont un petit peu moins friands de ce genre de choses. Et donc, effectivement, on participe, moi et mes confrères gériatres, à beaucoup d'instances au sein de l'établissement. Mais clairement, on ne reçoit aucune pression. Alors, c'est peut-être parce que ça marche, c'est peut-être parce qu'on fait le boulot et que ça s'est toujours vu. On n'a jamais fait en sorte de ne pas travailler. Mais en tout cas, on n'a jamais reçu de la part du groupe Elsan ou de la direction ou de qui que ce soit une pression et d'objectifs et de diminuer de DMS, etc. Donc ça, c'est vraiment important et c'était très important. Et ça aurait été pour moi, au bout d'un an, on serait parti si ça avait été le cas. Parce que ce n'est pas quelque chose que j'accepte et que j'acceptais déjà difficilement au CHU et que je n'aurais pas accepté dans ma nouvelle activité. Pour ce qui est du soin, en fait, on se retrouve vraiment alors, je pense qu'il y a un volume de travail assez important parce qu'on fait beaucoup d'heures. Moi, je travaille 10 à 11 heures par jour, mais je pense que je faisais la même chose au CHU. On est de garde tous les 3 week-ends. Donc, c'est une garde vraiment sur place où on reste la journée. On fait une journée de travail complète avec une visite et des admissions éventuellement. Et on est d'astreinte un soir sur 2, puisqu'on n'est que 2 collègues à faire les astreintes. Ça avait été négocié comme ça avec nos consoeurs qui nous ont rejoints à temps partiel. Voilà, donc pour ce qui est de cette activité et du volume de travail. Donc, je pense travailler plus qu'au CHU, mais nettement moins encombré puisque je n'ai une activité que de médecine. C'est-à-dire que j'ai plus toute cette lourdeur administrative. On n'a pas de cotation de dossier. Il y a des professionnels pour faire ça, qui s'appellent des teams, et un médecin DIM qui s'occupe de ça. Donc ça, c'était un truc qui me prenait à peu près 1 heure par jour pour coder tous les dossiers en tant que responsable de service. C'est quelque chose que je n'ai plus à faire. Donc ça m'arrange puisque je ne voyais pas bien l'intérêt en tant que médecin de faire ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même… Voilà, je fais plus de temps de travail, mais avec un esprit beaucoup plus tranquille puisque je fais que de la médecine. Voilà. Et donc, on arrive à la question sur la rémunération, c'est ça? Libre à chacun de dire ce qu'il a envie de dire, évidemment. Alors, on ne va pas non plus tourner autour du pot. En termes de rémunération, donc ça intègre tout. Ça intègre les astreintes, les gardes, tout est compris dedans. C'est un salaire global. Par mois, on est environ à 6 300 € net. Voilà. Sur un établissement de santé privée. Mais je ne suis pas certain que ça soit la même chose dans tous les établissements. Je vais juste avant de passer la parole à Laure pour qu'elle nous donne sur ces différents points et ce qu'elle souhaite, un peu le répondant du CH. Je vais préciser un peu ma question sur la liberté de choisir ce qu'on a envie de faire. J'étais en discussion récemment dans le cadre du projet d'appui gériatrique dont je vous parlais avec une collègue d'une clinique de Bordeaux qui me disait moi j'avais très envie de consulter mais mon directeur me dit non, une consulte qui dure 1 heure, c'est pas possible. Donc c'est ça le sens de ma question, c'est est-ce que tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire? Et qui décide à part vous de quoi faire et comment le faire, quoi? Alors, on est même plutôt dans une tendance à freiner les envies, en fait. Le problème, si vous voulez, c'est que c'est une spécialité relativement nouvelle dans les établissements de santé privés. Enfin, je vous dis, nous, quand on a démarré en 2016, il devait y avoir que 3-4 services et pas vraiment de court séjour. C'était plus du bilan programmé, etc. Donc, au départ, le directeur est parti dans cette direction-là. On a changé de directeur depuis et on est toujours dans une dynamique où dès qu'on propose quelque chose, il faut limite même qu'on mette des freins parce que ça serait à ouvrir demain, quoi. Il y a quand même une demande parce que c'est des activités pour les établissements de santé privés. La médecine, c'est une activité constante, contrairement aux activités de chirurgie qui sont très cycliques avec les vacances, etc. Nous, ça ne s'arrête jamais. Pendant les vacances même, on a plus d'activités que d'autres. Donc, c'est intéressant pour les établissements de santé privés. Donc, on a des directions, enfin, en tout cas, moi, je parle pour notre côté, qui sont très à l'écoute de nos projets et qui sont toujours, contrairement à l'hôpital public, toujours partants pour dire « Allez, on essaye, ça marche, ça marche pas, et ben, c'est pas grave, on fera autre chose ou on ne le fera pas. » Et donc, c'est vrai que ça, de ce côté-là, on a une relative liberté. La consultation mémoire, ils ont parfaitement conscience qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qui a un intérêt lucratif, c'est certain, mais ça a un intérêt pour le patient. Et ça, ils sont quand même… Moi, ce qui m'a vraiment plu dans tout ça, c'est que globalement, les directions, toute la partie administrative ne s'occupent pas de la chose médicale. C'est-à-dire qu'eux s'occupent de gérer, financier, administratif, mais ne se mêlent pas de ce qu'on fait sur le plan médical,
Bien évidemment, si on fait des choses qui n'ont aucun sens, ils y mettront un terme. Mais à partir du moment où c'est quelque chose qui a un sens ou pour le patient ou pour l'établissement, on n'a jamais reçu de frein et tous les projets sur lesquels on a pu partir, tous, ils sont partis dedans à fond et c'était vraiment très plaisant, très, très plaisant. Effectivement, sur l'activité de consultation, c'est pas une activité rentable pour la clinique, d'autant plus en gériatrie, mobiliser un médecin 1 heure sur une consultation gériatrique, c'est pas quelque chose de rentable. Mais c'est quelque chose qui va dans une globalité. C'est des patients qu'on voit une première fois, qu'on verra peut-être dans quelques mois. Donc, ça fait partie d'une prise en charge et d'une évaluation globale, transversale. Là aussi, je rejoins les propos de Thomas. Après, c'est peut-être spécifique à notre groupe et c'est peut-être aussi parce que tout marche pour l'instant, donc on n'a pas de pression. Mais l'activité de consultation, elle s'est faite un peu comme ça. J'avais le souhait de reprendre l'activité de consultation parce que quand j'étais tout seul, on était vraiment parti, quand on a ouvert le service, on est parti uniquement sur les 10 lits d'hospitalisation de court séjour. Puis petit à petit, l'activité de consultation m'a quand même manqué parce que c'était intéressant d'avoir cet échange-là, de voir des patients qui ne sont pas forcément hospitalisés et d'être plus dans une médecine de prévention. Hein. C'est aussi ça la gériatrie, c'est vraiment la médecine de demain, c'est vraiment la gériatrie à mon sens, c'est une médecine préventive, peut-être même prédictive. Et c'est là, et c'est d'empêcher, d'éviter la pathologie à tout prix. Et l'hospitalisation, malheureusement, c'est un peu trop tard. Donc, du coup, la consultation me manquait. Donc, on a pu remettre très facilement en place les consultations. Et l'HDJ, c'est pareil. Pardon. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Il a fallu la synchroniser, l'organiser dans l'activité du service. Mais là, les équipes de direction ont été très partie prenante du projet. Donc, je pense que c'est une évaluation globale. Je pense que l'intérêt est global et c'est pas au coup par coup, effectivement, que c'est intéressant. Et les propos de Thomas sont justes, c'est que l'activité de médecine gériatrique, en tout cas, est très stable. C'est-à-dire qu'il y a 20 lits et c'est 20 lits pleins en permanence toute l'année dans nos établissements, à l'inverse des services de chirurgie ou même d'autres spécialités d'organes. Hein. C'est comme ce sont des médecins libéraux, c'est eux-mêmes qui décident qui ils hospitalisent ou qui ils hospitalisent pas. Donc c'est vrai que même des fois dans les services de cardiologie, il n'y a plus que quelques patients parce que tous les cardiologues sont partis. Nous sommes médecins gériatres salariés, donc ce qui fait qu'on a une activité très linéaire, très stable. Et ça assure aussi un roulement permanent à notre établissement. Donc, du coup, les directions sont plutôt à l'écoute de nos besoins. Alors, merci, messieurs. Alors, moi, juste pour répondre, pour bien que vous compreniez ma réponse, c'est qu'il faut faire un bond en arrière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, moi, je suis maman de 4 enfants. Et donc, j'ai commencé la gériatrie en tant que senior à Versailles, en tant qu'assistante, et puis ensuite PHC et puis PH. Et là, c'est vrai que je pouvais travailler 10, 12 heures par jour. Ça, c'est vrai. Ça existait. La mise en place, parce qu'en fait, on a mis en place un service du GA. On est parti d'un service au départ qui avait 6 ou 8 lits, qui était plutôt on appelait ça un pré-SSR. En fait, c'était là que les patients se retrouvaient des autres services quand ils attendaient à un SSR. C'était vraiment quelque chose d'assez antique. Et c'est vrai qu'au bout de 5 ans, j'ai commencé à me poser des sérieuses questions sur mon devenir et est-ce qu'il fallait que je continue comme ça est-ce que le côté professionnel devait prendre toute cette place dans ma vie? Donc, clairement pas. J'avais un chef de service qui n'était pas en adéquation avec ces réflexions-là. Donc, c'est vrai que c'est principalement pour cette raison que je suis partie. Au départ, je me disais, je vais partir pour me rapprocher de chez moi parce que j'habite Paris. Et puis finalement, après quelques recherches et puis en parlant beaucoup autour de moi, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas trouver à Paris ce que je recherchais. C'est pour ça que je suis restée en proche banlieue. Actuellement, concrètement, j'arrive à l'hôpital, pour être très honnête avec vous, je dépose mes enfants à l'école. Et ce n'est pas parce que je suis une femme que j'en parle, c'est parce que ça a un impact sur ma qualité de vie. Je tiens à déposer mes enfants à l'école le matin et j'ai 1 heure de transport en commun. Et donc, j'arrive à l'hôpital entre 9h et 9h30 tous les jours. J'ai mis en place une réunion, donc tous les matins à 9h30, on a la réunion dans le service où on regarde les lits, on se dispatche quel médecin va prendre les appels, notamment des médecins traitants directs, des urgences pour pouvoir un peu organiser la salle. Et le soir, je pars entre 4h30
5h30 en moyenne. Et si un patient présente une décompensation effectivement septique, cardiaque, grave, et que je dois rester un peu plus longtemps, je peux rester, c'est vrai, jusqu'à 20h de temps en temps. Ça doit arriver peut-être 1 fois ou 2 par mois. Comme les urgences sont sur place, finalement, on a pris le parti d'aller voir directement les patients en bas aux urgences, ce qui fait que quand les patients montent, en général, on les a gérés. Donc, finalement, j'ai gagné en qualité de vie, mais c'est dingue. Donc, je peux faire des journées, je pars après mes consultations, je peux partir à 4h, 4h30. Pour les PMSI, il a fallu, de toute façon, c'était simple. Les médecins, les jeunes médecins ne veulent plus de la vie qu'on avait avant et partent dans soit ailleurs, soit dans des structures privées. Et donc, on a vraiment repensé avec mon chef de service un peu l'organisation. Et là, par exemple, donc moi, je refuse, alors c'est politique, je refuse de coder. Je pense qu'effectivement, il y a des Dream Teams qui sont là pour ça. Coder pour être recodé derrière, ça n'a aucun sens pertinent pour moi. Et je pense qu'il faut une formation de codeur pour que l'hôpital, et hélas, soit rentable et que les codes servent à quelque chose. Je trouve ça, donc ça, c'est un parti pris. Le jour de mon entretien d'embauche, je lui en avais parlé. Et donc, en fait, ce que je lui ai proposé, c'est qu'elle code et du coup, elle télétravaille. Maintenant, on a un chef de service qui prend une après-midi quand c'est nécessaire, 1 fois par semaine, et elle code au domicile, ce qui fait qu'elle s'y retrouve parce qu'elle est chez elle. Et finalement, elle a un temps de codage qui n'est pas délirant. Donc ça, elle s'organise comme elle veut. Et moi, je ne code plus. Donc, en fait, tout ça, c'est assez nouveau. L'hôpital public, c'est une vieille machine. Il a fallu… Donc, ce n'est pas la PHP. Donc, je ne peux pas vous donner… sur la PHP, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui changent. Et pour pouvoir rester et pour pouvoir savoir pourquoi on ne gagne pas, effectivement, parce que moi, je ne gagne pas 6 500 € par mois. Alors, déjà, parce que j'ai commencé plus tard, parce que j'ai fait 10 ans d'études, puis j'ai refait pas mal d'années d'études, donc j'ai commencé plus tard. Donc là, je dois gagner, je demandais ça un peu à mon conjoint. Bon, je dois gagner je crois que je gagne 4 200 à peu près par mois, ou peut-être 4 500 quand je fais des astreintes. Mais voilà, le matin, je sais pourquoi j'y vais et je peux poser des journées quand j'en ai envie. Je fais un DU d'éco, donc qui me demande 2 jours par mois, je crois. Ça pose aucun problème. Je m'organise et si je suis fatiguée, je peux poser la veille pour le lendemain. Et si j'ai des consultations, j'évite. Voilà. Après, je peux toujours annuler mes consultations. Il y a eu des grèves. J'ai eu aucune pression pour aller travailler. C'est comme ça. On sait qu'il y a des grèves, on s'organise. Voilà, on allège un peu les choses comme on peut. Et puis, je peux prendre la voiture et je peux aller travailler. C'est pas… En fait, il n'y a pas de surpression. Et ça, c'est vrai que moi, je pensais vraiment que le public était un hôpital sous pression. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a quand même toute une partie de l'hôpital public qui fonctionne encore comme ça, mais en fait, c'est très chef de service dépendant, c'est très direction dépendante. Et là, je me retrouve dans une structure en fait qui veut garder ses médecins et une structure où en gériatrie, alors il y a un peu la même chose en cardiologie. Et je découvre, il y a d'autres services où ça ne fonctionne pas comme ça, comme la néphrologie, mais où qui veulent, voilà. Et donc, on arrive quand même à trouver une qualité de vie qui est pas, enfin, que moi, je trouve pas négligeable. Je suis assez contente. J'ai un équilibre. Et tu parlais de la présidence du comité d'éthique. Voilà, moi, c'est vital. C'est vital d'être en dessous de ces instances hospitalières. J'en ai besoin. De pouvoir partager avec les internes parce que, en fait, les internes, c'est en permanence des personnes qui te remettent en question, qui te font évoluer sur tes connaissances. Tout ça, c'est vrai que ce n'est pas du temps de travail de salle. Hein. Moi, clairement pas. C'est quand je raconte la médecine à un interne, je ne compte pas comme m'occuper d'un patient. Je suis désolée. Donc, je n'ai pas 10 patients, c'est sûr. Moi, je suis plutôt entre 6 et 8 patients et comme on est 4, voire 5, voire 6 médecins sur le service, on peut prendre nos vacances scolaires, puisque c'est aussi ce qui vous intéresse. Donc, j'ai toutes mes vacances scolaires. J'ai 1 semaine par vacances scolaires. J'ai des RTT, je ne sais pas combien. Enfin, je pense que ça, tout le monde le sait. On est à 5 plus 4 ou quelque chose comme ça. Donc, le fait d'être une structure assez lourde vous permet aussi ça. Ça vous permet de pas être 2. Donc, ça, c'était plutôt Guillaume, je crois que vous étiez 2. Je pense que l'organisation à 2, ça doit être assez ardu.
Les petits services publics, ça doit être exactement la même chose parce que ce n'est pas une question privée-publique. Hein. Je pense que c'est savoir où vous mettez les pieds. Si vous mettez les pieds dans une structure où vous êtes 4-5, ça sera toujours plus facile de vous organiser que si vous êtes 2. Et après, en termes d'astreinte, voilà, nous, ce que je vous disais, on est 6, donc je fais une astreinte toutes les 6 semaines à peu près. Et puis, ça tourne un peu plus fréquemment. En juillet, je dois être une sur 3. J'ai aucune garde. Voilà, en gros, c'est ça. Mais vraiment, je pense que c'est ça que je n'avais pas bien compris au début, mais je pense que vous êtes complètement différents, là, les nouveaux participants. C'est que nous, enfin, moi, j'arrivais assistante, je faisais le job, je m'occupais de la salle, j'essayais de faire tourner la salle, j'essayais de tout faire. Et puis, je n'avais pas choisi. En fait, je n'avais pas choisi mon endroit, j'avais suivi mon chef de service, et puis c'était comme ça. Là, c'est vrai qu'en changeant d'hôpital, en sachant ce que je voulais, en fait, je suis arrivée à l'entretien et je dis, voilà, moi, c'est important. Moi, c'était les vacances. C'était si les enfants sont malades, il faut que je sois disponible. Si je dois rentrer tôt, je veux pouvoir rentrer tôt. Et en fait, j'ai fait plusieurs entretiens. Et il y en a un il y a un chef qui m'a dit, bah oui, je comprends. Moi, je fonctionne comme ça. Donc, on va pouvoir mettre ça en place. J'avais dit, je veux faire un peu de recherche. OK, on va trouver du temps, on va s'organiser. Et voilà, je pense que le privé offre des choses différentes, le public des choses différentes. Mais je pense que ce qui est super important, c'est que vous vous sentiez bien là où vous êtes et que vous n'ayez pas l'impression de toujours courir après quelque chose. Enfin, je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais je pense que c'est vraiment ça. L'argent, c'est bien. L'argent, c'est bien. Enfin, moi, 4002, je suis très contente. À Paris, je vis à Paris, j'ai 4 enfants. Je ne suis pas sous le seuil de la pauvreté. J'ai pas quelqu'un à côté de moi qui gagne beaucoup plus que moi. Et on s'en sort très bien, enfin, en tout cas pour nous. Mais voilà, je pense que c'est important de savoir combien on gagne, mais la qualité de vie, ça va être surtout, c'est vraiment lors de l'entretien que vous allez pouvoir un peu évaluer ce que vous voulez et savoir si vous voulez faire de la formation continue avec des internes et une grosse structure hospitalière ou s'il y a plutôt le public avec toutes les mises en place qui font vraiment envie. Hein. Ce que tu dis, Thomas, ça fait vraiment envie, ou Guillaume, de mettre en place des choses et de refaire des filières et tout ça. Je pense que vraiment, je pense que les deux se complètent. Mais voilà, mais je suis pas à 10-12 heures par jour, non. Je fais pas de garde non plus. J'ai pas, et pourtant, je suis responsable d'unité, donc je vais une fois par semestre avec la direction sur la DMS. On a une DMS qui se situe en fonction des médecins, c'est entre 8 et 13. Vous voyez, moi, j'ai une DMS qui est relativement courte parce que je travaille d'une certaine façon. J'ai mon collègue en face, il a une DMS qui est plus longue parce qu'il travaille d'une autre façon. Mais en aucun cas, en fait, on se sent sous pression. Et, enfin, moi, en tout cas, pas. Mais voilà. Il te donne quand même la DMS par médecin, hein, ce que nous, on Ah fait non, absolument tout pas. à fait. C'est moi la responsabilité, c'est moi qui la connais. Ah, Et d'accord. je peux te dire que je ne convoque pas Ah oui, oui. mon collègue. Je dis là parce qu'on est honnête et que je suis quelqu'un d'honnête, mais je ne vais pas convoquer mon collègue. Il le sait très bien parce qu'il a une DMS plus longue. En fait, son travail est bon, le mien est bon, on fonctionne différemment, on n'a pas plus de hospices l'un que l'autre. Et je connais ces DMS parce que je suis la responsable de la salle. Mais voilà, ça fonctionne très bien, ça matche très bien. On est 4 médecins et on a un praticien attaché qu'on est en permanence en train de former avec des visites de chefs de service qui s'organisent très bien. Voilà, on a réussi à recruter. On a un junior là, ça fait 2 fois qu'on a 2 juniors, donc on est assez content. On a une assistante qui finit qui a fini son junior et qui arrive là, qui est en congé mater. Ça, pour moi, c'est aussi un très bon signal. Les juniors qui sont enceintes et qui viennent après leur congé, tu vois, c'est des très bons signaux. Donc, non, je pense que ça dépend encore une fois de l'endroit où vous vous trouvez, public ou privé. Oui, tout à fait. Voilà. Je pense que tu as raison. C'est aussi là où tu places le curseur, hein, en termes de qualité de vie, hein, c'est certain. Hein. Moi, j'ai 3 enfants pour le coup. Et effectivement, des fois, je me dis que je rentre un peu tard le soir. Mais c'est vrai que c'est des choses après une organisation de travail. Et je pense que même dans un service où il y a une organisation de travail qui est comme celle que tu as pu connaître, où tu finissais à pas d'heure et qui sont un peu la mienne actuellement, il y a toujours moyen de réorganiser un petit peu les choses pour faire les choses différemment. C'est sûr. Hein, ça dépend vraiment où tu places le curseur. C'est sûr. Merci beaucoup. L'heure tourne hyper vite. On a 1000 questions, des thèmes qu'on n'a pas abordés. Je vais juste donner très brièvement des points de repère de mon vécu, qui est que donc en tant que MCU-PH de début au premier échelon, on gagne 5 000 €, moitié université, moitié hôpital. Ça augmente après avec les échelons et le temps qui passe.
Je travaille entre 50 et 60 heures par semaine. J'ai 3 enfants que j'emmène et que je vais chercher à l'école. Et je suis d'accord que le travail d'un médecin n'est pas de coder et qu'il y a des gens qui font ce travail. Et si je peux ajouter un petit élément sur au fil des réponses, on parlait de politique de qualité de vie au travail. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre en avant au sein du pôle comme priorité au même rang que la qualité des soins. Et donc, on a des entretiens de qualité de vie au travail annuels avec les chefs de pôle. Et puis, on s'est rapproché du service de santé au travail et de leurs psychologues, de leurs ergonomes pour voir comment on pouvait en fait minimiser le glissement de tâches, rendre plus effectifs nos organisations et se sentir bien, quoi. Voilà. Amélie? Oui, merci beaucoup à tous. Alors, la question suivante, peut-être on pourra aller un peu plus vite, c'est au niveau de la formation continue, au niveau de la formation en gériatrie, aussi bien pour soi-même que pour les autres soignants, notamment les paramédicaux. Enfin, également en libéral, comment c'est géré l'accès aux formations? Est-ce que c'est plus sur votre initiative personnelle? Est-ce que les établissements sont très proactifs sur le fait de proposer des formations? Peut-être Fanny pour commencer, on fasse un petit tour de table. Alors, attendez, j'ai un problème de charme, mais j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit. En libéral, la formation, c'est sur notre initiative, évidemment. Je dois dire que depuis 2019, où je me suis installée, je ne me suis pas trop offert de formation. Donc là, comme j'ai une activité mixte quand même aussi, je vais essayer j'ai bien envie de faire un DU de psychiatrie. Du sujet âgé. Et donc, voilà, ça serait mon projet. Mais je peux le faire également aussi à titre libéral. Il y a des financements, je ne vais pas vous expliquer tout ça. Mais effectivement, c'est prévu en libéral. Voilà. Et je dois dire qu'entre mon installation, le Covid qui a quand même un peu pesé sur les formations, j'ai pas fait grand-chose les dernières années. Pour ce qui est de nous sur le service, on est 3 médecins. Enfin, il y a un médecin qui est vraiment sur un tout petit temps et 3 médecins à faire plus de temps. Et on fait un DU tous les 3 ans. On enchaîne. Il y en a toujours un qui a un DU dans l'année. Moi, j'ai fait maladie d'Alzheimer et troubles apparentés. Mon collègue a fait cardio-néphrogériatrie et je vais faire, donc du coup, mon autre collègue a fait antibiothérapie et l'année prochaine, je vais refaire un DU de neurogériatrie. Donc, il n'y a aucun problème particulier, si ce n'est qu'effectivement, vu qu'on travaille qu'à 3 et qu'on n'a pas d'interne et qu'on n'a pas d'assistant, il faut quand même réfléchir à l'organisation du service pour éviter de trop impacter les collègues. C'est la seule chose, mais on n'a aucun problème et c'est l'établissement qui finance nos formations dans le cadre de la formation de toute façon continue, qui est indispensable. Et donc, on n'a pas de souci de ce côté-là. Il n'y a pas de demande donc particulière au sein de mon établissement. Après, c'est des demandes personnelles et des envies personnelles de découvrir ou de conforter des compétences. Donc, les DU, c'est nous qui les choisissons. Et après, il y a un plan annuel de financement pour les formations. Donc, il faut bien sûr, comme de partout, les présenter un an à l'avance, présenter le projet, essayer de voir en quoi ça peut apporter une plus-value pour l'activité de l'établissement. Puis après, c'est validé par le comité de direction. Et juste par rapport aux paramédicaux, est-ce que c'est des formations internes? Est-ce que c'est vous qui formez les professionnels? Là, je rebondis parce qu'il y avait aussi une question dans la petite fenêtre là sur justement les paramédicaux et la tension, la situation de tension des paramédicaux, en tout cas chez nous, est exactement la même que dans le public. Il y a un véritable problème pour recruter des infirmières et des AS. On a un turnover qui est extrêmement important, comme de partout aussi. Donc c'est vrai que c'est compliqué parfois très honnêtement, sans tabou, de mettre en place des projets de formation au sein de l'établissement parce que
On a des infirmières qui viennent 6 mois, qui repartent, qui ont des projets, qui ont des voyages, qui ont des projets des projets personnels. Et donc, c'était extrêmement compliqué. Au départ, quand je suis arrivé, on l'a fait. On a travaillé sur les escarres, on a travaillé sur la dénutrition. Pourquoi il fallait lever les patients rapidement, les mettre au fauteuil, repérage précoce des troubles de la déglutition. Donc, on a travaillé tout ça. Et puis, finalement, 6 mois après, toutes les infirmières sont parties. Bon, je vous avoue, là, pour le coup, je pêche un petit peu de ce côté-là, je le reconnais. Il faudrait peut-être le faire davantage, mais c'est un petit peu démotivant. J'aimerais qu'on arrive, alors ça, je ne sais pas si c'est nous à notre échelle, je pense que c'est plutôt national, parce que la crise des vocations, on pourrait aussi en parler, elle touche toutes les strates de la sphère médicale, et y compris les infirmières. Je crois que en moyenne, je crois que c'est une infirmière sur 2 qui arrête son travail au bout de 3-4 ans. Donc, il y a peut-être aussi une réflexion nationale à avoir sur les infirmières. Ça serait fabuleux de pouvoir avoir des équipes fixées, formées, qu'on accompagnerait. Pour l'instant, je vous avoue que c'est compliqué. Bah, nous, pour le coup, on a de la chance puisqu'on a ouvert il y a 7 ans bientôt et on n'a pas perdu une seule infirmière depuis l'ouverture. On a exactement la même équipe depuis le départ. Il n'y a que les aides-soignantes qui tournent, donc on a une équipe qu'on a formée au fil du temps à notre façon de voir les choses, à la gériatrie. Elles font des formations dans le cadre du CFPS, donc c'est des formations courtes. Les DIU pour les infirmières, c'est un petit peu plus compliqué d'accès, en tout cas mais c'était sensiblement la même chose pour les hôpitaux. Enfin, quand j'étais au CHU, on a une infirmière qui a fait un DIU de plaie et cicatrisation quand même. Donc, non, il y a des formations qui sont, c'est pareil, il faut les présenter à la direction, c'est validé ou pas validé. Si ça s'intègre dans un projet, en règle générale, les choses sont suivies. Mais non, on a une équipe stable, c'est les aides-soignantes, effectivement, mais en gériatrie, c'est souvent le cas, puisqu'on a pas mal de blessures qui peuvent intervenir, hein, malgré du matériel, malgré tout un tas de choses. C'est quand même assez éreintant pour les aides-soignantes. Mais non, on a une équipe qui est formée, qui est présente, qui est impliquée, et c'est très agréable. Et juste par curiosité, il y a combien d'infirmières sur les 20 ou 24 lits? Vous avez combien d'infirmières? Alors moi, j'ai 25 lits, j'ai 2 infirmières, 3 aides-soignantes. J'ai un meilleur ratio que ce que j'avais au CHU en termes de soignants. Et ça avait été aussi une demande de notre part quand on a créé le service. C'était d'avoir un ratio plus important de soignants. Voilà. D'accord. Alors moi, sur la formation, c'est somme toute classique. On annonce qu'on fait un DU, en début d'année. On a jusqu'à septembre. Et puis, voilà, les DU sont acceptés. Donc après, c'est ce que tu disais, Thomas, c'est plus une organisation par rapport aux autres médecins pour pas qu'on ait tous des DU au même moment. Donc après, on a, oui, là actuellement, on a notre praticien attaché qui fait un DU d'urgence, et puis et puis là, il y a moi qui fais le DU d'écho, et l'année prochaine, on a notre assistante qui arrive là, qui va faire le DU d'écho cardiaque, et puis probablement une des médecins de notre équipe va faire le DU d'éthique. Voilà, en gros, on a 2 DU sur 4-5 médecins tous les ans, comme ça, on continue. Ayant fait pharma avant, pour les formations, en fait, je ne vois pas les labos pharmaceutiques comme l'antéchrist. Donc ils peuvent venir dans le service. On a une organisation où je leur propose des items sur les différentes recommandations récentes, que ce soit des BPC, la prise en charge des BPCO, des exacerbations, ce que vous voulez. Et puis, ils me proposent des slides, et puis on va former les internes avec ces slides que auparavant j'ai vu valider. Et ça, c'est pour la formation des internes et des juniors. Après, pour les PNM, on fait un peu la même chose. Je vois certains labos, les labos qui s'inscrivent dans l'oxygénothérapie, ce que vous voulez, et en fait, eux vont former nos infirmières à certaines choses qu'elles n'ont pas l'habitude d'utiliser, ou pour améliorer leurs habitudes. Et c'est vrai que après, c'est des petites formations dont tu as parlé, Thomas, mais sinon, nous, on donne quelques cours aux infirmières de temps en temps sur des items classiques de la gériatrie. Voilà, c'est un peu ça qu'on propose. On est impacté, comme toi, Guillaume, par un manque d'infirmières. Ça change pas mal. Elles restent 3-4 ans en place, et puis après, elles vont ailleurs. Alors, nous, elles ne s'arrêtent pas, elles vont dans d'autres services. Et
ça se passe plutôt bien. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Amélie. Tout à fait. Et puis peut-être Florent, je ne sais pas si tu souhaites compléter, ou passer à une autre question. Enseignant par métier, donc c'est vrai que j'ai la chance et le plaisir très régulier de transmettre un savoir, que ce soit aux étudiants en médecine ou à des paramédicaux divers, infirmières et tous les métiers de la réadaptation aussi. En formation initiale et puis ensuite en formation continue dans le service, aux infirmières de pratique avancée qui sont aussi en train de se former. Donc c'est vrai que c'est particulièrement enrichissant d'avoir dans ces journées aucune qui ressemble à une autre et qui peut contenir du soin et aussi de l'enseignement à différentes professions. Bon, on est très en retard, donc je ne vais pas en dire plus pour vanter les mérites de cette carrière qui est peu attractive, mais pourtant passionnante. Et peut-être poser la dernière question, parce que déjà, on grignote beaucoup de votre temps. On voulait parler un peu de recherche. On a souvent l'idée que c'est l'apanage des CHU. En fait, ce n'est pas forcément vrai. Enfin, en tout cas, on aimerait bien vous entendre là-dessus, puisque tout le monde ne souhaite pas faire de la recherche, mais ceux qui le souhaitent doivent pouvoir la faire où qu'ils veuillent. Donc, voilà, votre idée là-dessus, avant qu'on puisse vous conclure et vous remercier. Pour ce qui est de la recherche, en tout cas pour nous, alors malheureusement, on en faisait quand on était au CHU, et c'est vrai qu'après, il y a une contrainte de temps quand même. Malheureusement, les journées ne sont pas extensibles à l'infini. On a des médecins libéraux qui font de la recherche au sein de l'établissement. On a un cardiologue qui fait de la recherche et qui est plutôt à la pointe dans son domaine et qui cherche à nous impliquer régulièrement dans des projets. Mais pour le moment, on freine un petit peu parce que c'est compliqué pour nous de se dégager du temps parce qu'il ne faut pas le faire non plus mal. Pour ce qui me concerne, moi, en tout cas, j'écris très mal. Hein, comme Laure, c'était un de tes problèmes, mais c'est aussi un de mes problèmes. J'aime bien participer, en tout cas, au protocole et faire des choses, mais j'ai du mal après à mettre les choses clairement. On a une assistante de recherche clinique qui est mise à notre disposition par l'établissement. Hein, si on veut faire de la recherche, on a des aides pour ça. On est encadré, on est sollicité régulièrement par le groupe Elsan pour déposer des projets, même au niveau du siège, hein, pour avoir une aide et un accompagnement dans le projet de recherche. Donc, il y a quand même des possibilités. Moi, j'ai un confrère urologue là, qui s'est lancé dans un projet qui a abouti et qu'on est très content. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant et c'est possible, en tout cas, dans le privé. Effectivement, alors au sein de notre groupe, nous, Elsan, on a effectivement un appel à projet tous les ans, une fois par an. C'est un appel à projet qui est fait, qui nous est adressé sur notre boîte mail, hein, et sur lequel on peut déposer un projet de recherche avec la possibilité d'un accompagnement. Donc, c'est en tout cas possible de faire de la recherche médicale dans le privé. Là, pour l'instant, je vous avoue que moi, je suis concentré sur l'ouverture, l'installation. On essaie de stabiliser les choses. J'ai bon espoir qu'on puisse refaire un petit peu de recherche. On a la chance d'être pas très loin de Toulouse avec l'équipe du professeur Salva. Donc, c'est vrai qu'il y a un dynamisme énorme sur Toulouse, sur la gérontologie, la fragilité. Donc, j'espère qu'on arrivera à raccrocher le wagon de Toulouse pour les accompagner sur la recherche. Laure ? Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je me présentais. Les Mignots, c'est pas un CHU et c'est vrai que pendant le Covid, je me suis retrouvée un peu acculée et pour moi, il fallait faire quelque chose et la réponse à ce quelque chose, ça a été de faire ce que je savais faire et ce que j'avais appris il y a très longtemps. C'était proposer quelque chose à la population dont je m'occupais à l'hôpital. Et c'est vrai que là, l'hôpital a été promoteur du projet et m'a laissé les portes ouvertes en fait pour me lancer dans le projet. Donc après, il faut trouver des gens qui veulent travailler avec vous. Et donc j'ai trouvé heureusement un autre médecin, Laura Gers, qui savait beaucoup mieux écrire que moi et qui m'a bien aidée dans les projets quand on a déposé au CPP et puis à la NSM, le projet qui a été validé et qu'on a monté. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Je me suis retrouvée assez bridée à la PHP pour avoir fait des années et des années d'internat, 2 fois assez bridée
et tu parlais tout à l'heure c'est une carrière qui est pas très demandée MCUPH. En début de carrière de gériatrie, j'avais essayé de voir un petit peu si je pouvais m'inscrire dans cette carrière-là. C'est quand même très politique, en tout cas à Paris. Alors, ce que je connais, c'est quand même assez politisé, c'est assez difficile de s'inscrire si on n'a pas suivi tel ou tel comment? C'est un peu compliqué. Bref, si on n'est pas comment? Il faut être adoubé par un grand chef. Clairement, il faut être adoubé dès le départ. Et si on ne l'est pas, c'est un peu compliqué, même si on a des projets, même si on peut défendre des choses, hein, parce que, encore une fois, l'étude Géronimo, elle était dans les 10 études qui étaient soutenues par le ministère de la Santé, donc c'était pas si mal. Et je pense qu'on peut tous, quand on en a envie, pouvoir avoir le loisir d'essayer au moins et d'être encadré pour ça. Donc, je trouve ça très bien que tu vois que vous puissiez le faire avec Elsan. C'est vrai que là, de nouveau, au CHSF, je recommence à dire, ben voilà, ce serait pas mal qu'on mette en place. Et en fait, c'est pareil. On a un énorme pôle recherche avec des attachés de recherche clinique, un gros comité de recherche, et c'est beaucoup plus facile même au CHSF que ça ne l'était à Mignot. Ça veut dire qu'à Mignot, il fallait que j'aille, alors c'était les rouages du public, il fallait que j'aille à tel endroit, que je fasse machin, que je fasse des projets, que j'écrive, que là, ils écrivent tout. Tu leur donnes ton projet, tu leur dis, voilà, moi, je voudrais faire ça, 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 j'aurais besoin de ça. Et en fait, tout est très facilité et très aidant, alors que je ne suis pas MCU, et on n'est pas universitaire, je ne suis pas un service où il y a un PUPH, mais c'est facilitant. Et ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un de l'AP qui soit là, parce que je trouve que vraiment d'être sorti de cette espèce d'énorme machine, ça nous donne des grosses libertés. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais vraiment, il y a la place. Et pareil, c'est comme Thomas, ce qui nous manque le plus, c'est le temps. C'est le temps. Mais voilà, il y a pas de, c'est pas du tout fermé. Non. Je vais glisser un point sur cette histoire de personnes qui pourraient être en difficulté ou avoir des questions sur la carrière universitaire, même si c'est pas trop le sujet. Il y a une journée annuelle nationale des jeunes pousses en gériatrie. Nos auditeurs auront les infos parce qu'on va les diffuser, et toute personne qui se pose des questions là-dessus et qui pourrait avoir des problèmes locaux ou pas être adoubée, comme vous dites, cette journée sert à ce que justement des personnes qui en ont l'expérience et qui sont bienveillantes les renseignent et leur permettent de passer certaines barrières si elles se présentent devant eux. Avant de conclure, Fanny, sur la dernière partie, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Alors, pas grand-chose en fait sur... Vous m'entendez? Oui. Pas grand-chose sur la recherche, à part de se tenir au courant de ce qui se fait et voilà, de ce qui est proposé au niveau des CM2R comme protocole, etc., pour pouvoir éventuellement orienter des patients. Et puis voilà, il y a de la recherche qui se fait à tous les niveaux, hein, au niveau, je crois, des équipes spécialisées Alzheimer. Il y a des choses qui sont en cours, hein, sur des prises en charge un peu renforcées. Donc voilà, mais non, évidemment, en activité libérale, ça serait bien compliqué, hein, voilà. Bon, merci beaucoup. Je vais m'excuser pour deux choses. D'une part, parce qu'on a beaucoup dépassé notre temps, et donc je vous remercie de votre présence et d'être resté. Je vais m'excuser aussi auprès du public parce qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Et si les intervenants sont d'accord, on pourrait donner vos mails pour que vous répondiez, enfin pour que la discussion se poursuive peut-être voilà, dans les jours qui viennent ou à un moment ou à un autre sur les différents points. Et puis, Amélie, je te laisse peut-être un mot de la fin. Oui, en effet, pour redire, soit on va passer par les mails si les intervenants sont d'accord, ou même nous repasser par l'adresse mail de l'association, dire que voilà, ces webinaires, on espère qu'ils vous intéressent, enfin qu'ils vous ont plu et que vous avez des réponses qui ont été apportées. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des envies associatives ou des questionnements, des projets, etc.
pas hésiter. Enfin, on est nombreux avec on est des intérêts différents dans l'association, donc il ne faut pas hésiter à envoyer un petit mail à l'association. Voilà. Voilà, et merci encore à notre partenaire. Et puis, on espère qu'il aura été montré ce soir qu'il y avait une diversité et que chacun en gériatrie pouvait en avoir selon ses goûts, qu'il y en aurait pour tous les goûts. Donc, à bientôt pour un prochain webinaire. Et encore une fois, énorme merci à nos intervenants de ce soir et intervenantes.